c'est en Coupe du Ouais, Monde. donc, gros match, c'est pas les matchs. Non. Ça. Mais le truc, c'est que le Congo, ils sont même pas éliminés. Hein. On n'est même pas éliminés. Après, c'est le parcours du combattant. Ouais, Par contre, là, tu rentres dans un autre truc. Si tu te retrouves au barrage et tu tombes le Cameroun, Le Cameroun. tu sais que le Cameroun, ils aiment ça, les barrages. Ils tout ça, connaissent là. le chemin. Voilà, ils connaissent. Ils connaissent le chemin. Je vous explique l'émission, c'est hyper simple, je le répète comme ça, tout le monde connaît. On a 10 questions, 10 thèmes, c'est hyper simple. Chacun pioche à tour de rôle et on se pose les questions comme on veut, dans le sens qu'on veut. Ok. Allez. Donc si vous voulez, je me dévoue pour la première. Vas-y. On allait t'envoyer. Le plus jeune. Origine et identité. Quel est le meilleur enseignement? L'école, la rue ou la vie? Je la pose à Youssoufa. L'école, la rue ou la vie? Ouais. Ah, la vie, c'est sûr. Je suis arrivé à un stade de ma vie où, avec le recul, faut ça prendre avec des pincettes, je ne crois plus aux études en tant que tel, genre en mode comme quelque chose qui suffit. Ouais. Alors qu'avant, c'était un peu, tu vois, le pass. Si tu fais des études, ça sauve tout. T'as tout gagné, t'as tout fini, etc. Pendant longtemps, j'ai cru ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que moi, entre guillemets, j'ai poussé mes études quand même loin, tu vois. Je suis à la fac, la licence, la maîtrise et tout. Et j'en suis fier, hein. Ouais, Je renie pas. Et même mes enfants, s'ils regardent l'émission, il faut qu'ils restent concentrés. Moi, qu'ils disent, ouais, papa, il a dit des dingueries. Mais, pour moi, ça suffit pas, quand même. Ça suffit pas. Et je pense, j'ai pas de morale à faire aux gens, mais mettez pas les études dans la gueule des gens ou des plus jeunes comme si c'était genre le sésame définitif et qui suffit à tout, tu vois ce que je veux dire. La vie, la rue, des fois, pour ceux qui grandissent dans un environnement plus rue, peut t'apprendre des skills qui vont te permettre de passer un step. Parce qu'au fait, pour moi, les études, c'est bien, mais pour moi, c'est bien avec son plafond. Ouais, Il y a un moment, ça soit la vie, tu vois. Et aujourd'hui, on en est le contre-exemple, mais après, tout le monde n'est pas comme nous, mais même si chacun a ses parcours scolaires propres, mais quand même, il y a un moment, c'est des skills de la vie qui nous ont fait passer, je pense, à des caps, tu vois. Et c'est pas seulement des diplômes et tout. Et j'aime pas trop ça, le syndrome des diplômes, où tu dois que convaincre les gens, où tu dois, syndrome de l'examen, ouais, mais si on me valide ou quoi que ce soit. Dans un syndrome de la vie, c'est toi-même ton examinateur. C'est toi-même, j'ai mon objectif, c'est ça mon diplôme. Mon diplôme, c'est par exemple devenir footballeur, devenir rugbyman, devenir humoriste, chanteur ou entrepreneur, ou alors être un bon père de famille, etc. Voilà. Et pas seulement se dire comptable, même si j'ai gros respect pour les comptables, ou chirurgiens, ou peu importe ce que tu veux, ou pilote d'avion et tout, mais il y a un moment, il faut quand même passer par les skills de la vie, en fait. Faut pas qu'on assomme les enfants avec le côté diplôme, pas diplôme. Ceux qui ont des diplômes, c'est des merdes. Ceux qui n'ont pas de diplôme, parce que moi, j'ai vu des gens sans diplôme, ils sont tellement brillants. Bien sûr. Ou moi, avec mes diplômes, je me suis pas senti plus vif qu'eux. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, c'est vous, c'est comment de votre côté, mais... C'est exactement pareil, en fait. La vie, moi, j'ai fait l'école, j'étais pas brillant, pour te dire la vérité, parce que bon, j'étais plus focus sur ma passion, et je le regrette, hein, j'aurais aimé faire des études aussi. Mais la vie m'a vraiment appris plein de choses. Le fait d'avoir vécu certaines choses m'ont permis de relativiser sur plein de choses. Et il n'y a pas meilleur enseignement que la vie aujourd'hui. Et c'est ce que je dis à mes enfants. Il faut profiter de la vie chaque instant. Connaître des expériences, aller vers les gens, écouter les gens, ce qu'ils peuvent vous apprendre, parce qu'on en apprend tous les jours. Et c'est très important. Faut pas le négliger. Surtout, moi, je pense que l'éducation aujourd'hui, elle a changé comparé à l'éducation d'avant. C'est plus digitalisé, il y a moins d'écriture. Les jeunes aujourd'hui font plus de fautes d'orthographe, ils apprennent rien, ils sont toujours sur leur tablette, les ordi. Même aujourd'hui, même pour signer un contrat, on te le fait signer en digital. Donc, je pense que l'école a évolué, a changé, et aujourd'hui, pour vraiment que nos enfants grandissent, il faut qu'ils aillent vers les gens, en fait, pour apprendre. Parce que chacun a son histoire, en fait. Chacun a son vécu, chacun a son... Moi, aujourd'hui, j'ai 45 ans, j'en apprends tous les jours. J'apprends tous les jours. Et c'est vrai que c'est dans la vie, sur le terrain, par tes expériences, par ce que tu vis au quotidien, que tu apprends des choses. C'est pas forcément le cas à l'école, c'est pas que scolaire. Bien sûr que ça te met des bases, ça t'apprend plein de choses. Mais la base, c'est... Mais faut pas se limiter à ça. Je pense que ça augmente le bagage. Mais les études pour les études, moi j'ai vu dans mon parcours et tout, et tu me dis, je suis curieux de connaître ton parcours scolaire, Paul. J'arrive sur toi. mais les études pour les études, pour moi c'est une impasse. Tu vois, il y a eu cette mentalité-là, fais des études pour des études, tu sais même pas où est-ce que ça te mène, tu sais même pas si ça correspond
avec ta sensibilité de vie, avec ton énergie ou quoi que ce soit. Et je pense même que peut-être, c'est paradoxal, que ça a gâché des vocations, ça a gâché des bonheurs, ça a gâché des passions. Tu vois, il y a des gens qui sont passés à côté de ça parce qu'au fait, voilà, surtout quand tu es jeune, pour moi, faut tenter. Après, quand tu es jeune aussi, c'est beaucoup tes parents qui te poussent. Parce qu'ils veulent ton bien. C'est normal. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que toi, tu as envie de t'orienter vers quelque chose d'autre, mais tes parents, ils sont focus sur ton avenir en te disant, il faut que tu sois bon à l'école. Ouais. Il faut que tu étudies, il faut que tu aies tes diplômes pour avoir... Comme s'ils avaient déjà cadré ou calibré ta vie, tu vois? Pour se rassurer aussi, pour te sécuriser. Parce qu'ils savent par où ils sont passés aussi. Ouais, exactement. Ça me fait penser, je sais pas si vous l'avez vu, au film Slumdog Millionnaire. En fait, toutes les questions auxquelles il répond, c'est que des expériences de vie, des trucs qui lui sont arrivés et tout. Et non, mais je suis trop d'accord avec toi sur le côté, il y a un plafond aux études. J'ai l'impression que c'est un outil, mais que c'est pas une finalité en soi. Et que si tu apprends juste par cœur ce qu'on t'apprend à l'école et que tu suis juste un cursus, tu t'es limité à la fin. Ça m'a fait penser, j'avais un gars, toute ma scolarité, qui était à côté de moi, parce qu'on était alignés par nom de famille, et qui était un mec très scolaire et tout, et je l'ai recroisé genre 10 ans après, il a juste suivi ses études, et je suis pas sûr que c'était le truc qui l'a épanoui. Ouais, je suis pas sûr que c'était le plus heureux de nous deux. Ouais. Et alors qu'il était brillant. Ouais, et je pense qu'il y a une forme d'intelligence, de curiosité, de réflexion que tu peux complètement... qui est nécessaire à choper en dehors de l'école. Mais après, j'ai l'impression que dans l'inconscient, c'est peut-être le chemin le plus rapide et le plus facile pour pour t'en sortir un peu dans la vie, quoi. Ouais, c'est le chemin standard, on va dire. Ouais, c'est le chemin le plus sécurisé, mais c'est peut-être pas forcément le chemin le plus heureux. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Ça peut l'être. Ça peut être. Il y a des gens qui sont devenus pilotes, ils réalisent leur rêve. C'est incroyable et tout. Mais pas sûr que ça rend que des gens heureux, tu vois ce que je veux dire. Et donc, il y a un moment... et même, il y a un côté même... c'est pareil, tu sais, ça, c'est l'expérience. Peut-être j'aurais bien aimé le savoir quand j'étais plus jeune, mais les gens, ils ont trop peur des échecs. Ouais. Alors que, tu vois, souvent, ouais, mais si t'es pas bon dans ça, tu vois... En fait, rater, c'est pas grave. C'est nécessaire même. C'est même nécessaire, tu vois. C'est un peu aussi quand même un peu dans la mentalité française, la peur de l'échec. Et limite, on a formaté les gamins à ça. T'as vu, pour revenir à moi, ce que je fais dans le foot, beaucoup de jeunes avec qui j'étais au centre de formation sont partis en dépression parce qu'ils n'ont pas été gardés, parce qu'ils n'ont pas fini pro, parce qu'à chaque fois, on leur a rabâché. Si tu réussis pas, c'est un échec. Limite, t'es une merde. Voilà, limite, t'es une merde. Alors que non, tu peux rebondir. T'as pas plus signer pro, par exemple, dans ce club, tu peux aller signer dans un autre club ailleurs, ou tu peux faire un autre métier, tu vois, c'est un échec, mais tu peux rebondir et grandir de cet échec. Mais ici, en France, j'ai l'impression qu'on est formaté pour dire qu'à partir du moment où on a échoué une fois, on est une merde. On est une merde. Et qu'il n'y a rien à en tirer. Exactement. Et beaucoup tombent en dépression après ça, et moi, je trouve ça dommage. C'est dommage. Ça, c'est beaucoup la pression des parents. Moi, je l'ai vu dans le rugby aussi. Je voyais des parents y pousser. Moi, mes parents, ils ne jamais voir les matchs et tout. Ils s'en foutaient, tu vois. Tranquille. Ils se venaient, sans pression. C'est un plaisir pour eux. Tu vois, c'était un plaisir pour moi. Pour eux, c'était pareil. Et je voyais des parents qui allaient voir tous les matchs. Ils mettaient la pression à ses enfants, à ses fils, etc. Et je me suis dit, mais moi, j'ai zéro pression. Je joue parce que j'aime ça. Lui, il jouait parce que son père voulait que ce soit un champion et qu'il joue pour l'équipe de France, etc. Du coup, ça l'a bloqué. Tu as déjà vu des joueurs comme ça, non? Totalement. Mais moi, je vais te dire un truc de fou. Moi, quand j'étais gamin, mes parents ne sont jamais venus voir un match. Pareil que toi. Jamais. Pour toi, tu étais brillant, on commençait à te Les gens venaient voir mes parents. Tous les gens parlaient à tes parents, voilà, mais eux... Votre fils, il a des qualités, votre fils, il est... Même des fois, je faisais des tournois, gamin. Et à la fin des tournois, l'entraîneur venait chez mes parents pour me dire, votre fils a été le meilleur dans le tournoi. Mon père et ma mère s'en foutaient. Eux, parce que c'était les études. Tu vois, et le foot, c'était un plaisir, c'était un jeu pour eux. Mon fils, allez, il s'amuse, il prend du plaisir, c'est bien. C'est bien. Tant mieux. Ça a commencé à devenir un métier quand j'ai eu 18 ans. Enfin, me projeter que ça pouvait être un métier pour moi, tu vois. Et même quand j'étais pro, ma mère venait pas au stade. Mon père venait pas au stade. Toi, du coup, c'est genre, ça t'a enlevé de la pression? Mais énormément. Énormément. Quand je voyais les parents autour en train de dire, de gueuler, de dire, ah, son fils, ah. Moi, je les regardais comme ça. Et des fois, ça bridait les petits. Parce qu'ils avaient peur de mal faire devant son père, ou devant sa mère, ou de louper une frappe, ou de louper un but, ou dès qu'il faisait une passe, il regardait la tribune pour voir si son père l'avait vu. Mais concentre-toi sur ton jeu. De se faire engueuler après dans la voiture en rentrant. Et ça m'arrive avec mes enfants. Moi, quand mes enfants ils jouent au foot, mon fils il est en débutant, mon autre fils il est en U11, je joue au stade et ma fille a fait du basket. Et à chaque fois, je leur prends la tête sur ça. Quand je vais les voir,
je suis sur le côté du terrain. Dès qu'ils font un bon truc, ils me regardent. Pour voir si j'ai vu, mais ne regarde pas. Ils attendent la validation. Tu vois ce que je veux dire? Concentre-toi sur ce que tu fais. N'attends pas que je te valide ton beau geste ou ton beau panier ou quoi que ce soit, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime pas aller les voir jouer. C'est paradoxal parce que c'est mes enfants, ils ont envie que je vienne les voir jouer. Mais moi, je veux pas parce que je veux pas qu'ils soient tout le temps tournés vers la tribune. Et c'est ça, cette pression-là, j'ai envie d'enlever à mes enfants. Et c'est cette pression-là, comme il disait Gaël, que des parents, inconsciemment, ils mettent à leurs enfants. Et c'est pour ça qu'ils échouent. Le syndrome de l'examen, ce dont on parle. On dirait qu'à chaque passe, tu vas être jugé, etc. Et tout ça. Ouais, je vois. Ouais, effectivement. Youssoupha, c'est à toi. C'est à moi. Kems contre Kems. Quelqu'un a rien compris. Comment gérer avec le succès? La logique voudrait que je pose cette question à Mamad, mais non, je vais la poser à Mamad. C'est dur. C'est dur. C'est dur. J'avais devant toi la carte. C'est dur parce qu'on n'est pas préparé à ça. On n'est pas préparé au succès, on n'est pas préparé à tout ce qui est tentation. Bien sûr, quand tu commences et t'aspires au même sportif professionnel, tu as des rêves, tu as des envies aussi. Mais quand ça arrive, t'es dépassé. Moi, j'ai été dépassé, j'ai pas honte de le dire. J'ai pas mal de succès ou des nouveaux amis qui sont sortis un peu de nulle part. J'ai eu du succès même avec les filles. Et à tout ça, t'es pas préparé. On t'enseigne pas ça dans les écoles de foot. T'es pas prêt. Après, ouais. Tout ce qui est gestion d'argent, tout ce qui est gestion de popularité, de succès, toi, on ne prépare pas à ça. Et quand ça t'arrive, t'es vite débordé. Et tu sais même pas comment le gérer. Tu sais même pas comment le gérer et t'es perdu en fait. T'es perdu parce que t'es là, t'es bon dans ce que tu fais, on vient te voir, tout est beau, tout est rose. Même quand tu joues mal, on dit que t'es fort. Même quand t'es moche, on dit que t'es beau. Et tout ça, ça te fait plaisir parce que c'est des compliments que peut-être t'as jamais eu dans ton enfance. Tu vois ce que je veux dire? T'as jamais été le plus beau, t'as jamais été le meilleur. Et là, d'un coup, voilà. Tout ce que tu dis, tout ce que tu touches, ça devient de l'or, on va dire entre guillemets. Et ça, souvent les jeunes, ils sont dépassés. Moi-même, je l'ai été, j'ai pas honte de le dire. Comment tu as fait pour... Parce que malgré tout, tu as stabilisé ta carrière et tu as une belle carrière, du coup, alors qu'on sait qu'il y a des carrières qui sont déjà plus chaotiques par rapport à ce que tu viens de décrire. Comment toi, tu l'as géré pour que ça tienne quand même déjà, il y a eu mes frères et sœurs qui ont été souvent là pour me remettre les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Il y a eu ma femme qui a été vraiment très importante parce qu'elle a un regard extérieur. Quand tout le monde est autour de toi et toi tu es là, machin, elle a la voix de l'extérieur en te disant fais attention. Ne crois pas que lui il est là pour toi parce que nanana. Et elle te recadre en fait et elle t'apporte un peu cet équilibre. Cet équilibre dont tu as besoin qui te permet des fois de pas te perdre dans des trucs bizarres. Ça me failli m'arriver à plusieurs reprises, mais à chaque fois, j'avais ce discours de ma femme qui m'a remis dans le droit chemin. Heureusement qu'elle a été là, tu vois. Est-ce que vous pensez que les excès à outrance sont compatibles avec une carrière, peu importe le domaine, de très haut niveau? Dans le sens, est-ce que tu penses que y a un tri qui se fait naturellement au bout d'un moment, ou tu peux quand même durer pendant des années, que ce soit dans le sport ou dans l'art, mais en ayant beaucoup d'excès à côté? Durer en continu, je pense pas, parce que qui dit excès dit risque. Donc tu auras des écueils, tu vois ce que je veux dire. C'est comme si je disais, je roule à 130 à Paris, en vrai, je peux faire la journée peut-être. Mais il y a un moment, si je fais ça tous les mois, il y a un moment, c'est obligé que je fais un pet, mais c'est normal, c'est même pas parce que je sais pas conduire. Et je pense que c'est pareil. Après, il y a des gens, ils ont tellement eu de talent, je sais pas, on pense à des exemples grossiers comme Maradona, tout ça, là. Ils ont des excès, mais ils ont des talents, donc il y a des revivals, etc. Mais je pense pas que ça peut... Je pense pas, après vous me direz, parce que je pense pas que tu peux être continu, excès, rien à foutre, et en fait ta carrière, elle est régulière. Tu vacilles entre les deux bords, sinon. Dans votre domaine, que ce soit dans la musique ou dans le monde du spectacle, tu sais que trop d'excès, tu peux pas durer. Même dans le foot, regarde Ronaldinho, qui avait un talent de sportif comme j'ai jamais vu. Comme on l'a jamais vu tous. On n'en a jamais vu, même Neymar. Mais à force d'excès, à un moment donné, ça bloque. Et Youssoupha l'a très bien résumé. Ça va passer par moments. Où il y a des moments où même tu vas te sentir pousser des ailes. Tu vois mais à court terme, à long terme, tes muscles vont en pâtir. Ta santé va en pâtir. Et tu dures pas, c'est impossible. D'ailleurs, quand tu
quand on parlait du succès, je dédouane pas, parce qu'on a un statut où on est connu et tout. Souvent, les gens comprennent pas que on tombe sur les stars, comme on dit, mais le premier qui change, finalement, c'est les gens. Avant, je dis pas que on change pas nous, hein, mais voilà, mais les gens changent. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est l'argent qui fait changer les gens. Exactement. Tu vois ce que je veux dire. Les mots. Comme il faut les dire, l'argent. Et les gens se comportent plus de la même manière. Donc du coup, alors des fois c'est malveillant, des fois c'est bienveillant, peu importe la forme, tu vois. Le but c'est pas de trouver des coupables et tout, mais c'est pas vrai qu'il y a un gars comme ça ou une meuf comme ça au milieu qui décide ouais truc et tout. Déjà quand tu commences à être comme tu dis, tout le monde dit que c'est trop bien ce que tu fais, tout le monde dit que t'es trop frais, tout le monde dit que t'es le meilleur et que truc et tout. Bon, forcément, ça fait pousser des êtres. On est des êtres humains. Et au fait, en vrai, c'est ça. C'est là où la tentation, elle arrive. Et qu'est-ce qui nous aide? Des fois, les proches. Des fois, les échecs aussi. Ouais, des fois, de se prendre tromper, un petit mur, mais se bien. tromper. Ouais. Sur le moment, ça pique. Mais en vrai, de vrai, c'est bien quand même. Ouais. Et ça fait le tri aussi. Ça fait le tri. Ça fait le tri. Parce que c'est quand tu commences à échouer, là, tu vois, petit à petit, les gens, ils partent. Mais c'est mieux. Le tri se fait tout seul. C'est grave le chemin. Mais ouais, toi, comment ça a commencé à marcher vraiment? Comment tu l'as vécu ou comment l'a vécu ton jeu? Moi, je t'avoue, je remercie le ciel tous les jours de ça. Je crois que j'ai pas une nature excessive. Tu vois, même ado ou quoi, j'ai jamais été un grand sorteur, j'ai jamais bu, fumé ou eu vocation à partir dans ça. Donc je me suis très vite autodiscipliné pour que ça marche. Et après, ouais, je pense que c'est... franchement, moi, j'en veux pas aux gens qui pètent les plombs, parce que ce que tu dis, je trouve que le système crée un peu toutes les conditions pour que tu pètes les plombs, quoi. Quand tu as tous les jours quelqu'un, j'en sais rien, qui veut t'amener un café ou ce genre de choses, tu t'es conditionné à partir en vrille. Moi, écoute, franchement, déjà, je me dis que ce qu'on fait, enfin, que ce soit dans le sport ou la musique ou l'humour, ça demande beaucoup d'humilité parce que c'est remis en question. Moi, je sais que tu vois, c'est pas parce que je suis bon un jeudi soir à Lyon que je serai bon le vendredi soir à Marseille. Donc, tous les jours, éternel recommencement, comme je dis. Merci. Toi, toutes les semaines, c'est un nouveau match. Tu vois, c'est parce que t'es bon la semaine dernière que t'es bon. Tous les projets, pareil, tu dois les défendre de façon différente. Donc, il y a déjà un truc de tranquille, tu vois. C'est à chaque jour, ça a sa vérité. Et je sais pas, je pense que ça passe beaucoup par peut-être l'éducation et l'entourage aussi, tu vois. L'éducation, mais aussi le contexte dans lequel tu grandis, le milieu du social d'où tu viens. Parce que les jeunes de quartier, tu peux pas leur en vouloir. Tellement de quartiers difficiles, ils galèrent tellement pour arriver là où ils en sont, que quand ils réussissent, je le disais tout à l'heure, ils sont pas préparés à tout ça. Pas du tout. Ouais, bien sûr. Donne un gamin, son père, il gagne, je sais pas, 2 000 € par mois en travaillant chez Renault, en faisant le travail à la chaîne. Et du jour au lendemain, tu lui donnes 150 000 € par mois. Ah ouais. Bah, déjà, il gagne plus que son père, c'est lui chef de famille. Maintenant, carrément, limite, la mère, elle calcule plus le daron. Elle a dit, c'est bon, toi, ça y est. Le petit, il est là, il nous gère et tout ça, tu vois. Et lui, d'un coup, il se sent puissant, inconsciemment, tu vois ce que je veux dire. Il reçoit de la flatterie. Qui n'aime pas la flatterie? Les jeunes de quartier, comme tu le décris, moi, c'est un phénomène que j'ai remarqué quand tu viens d'un milieu modeste, en règle générale. Quand tu commences à un moment à avoir de la fame et tu commences à gagner beaucoup d'argent, en fait, au début, l'argent, tu ne l'utilises pas pour ce qu'il est. Tu règles d'abord tes frustrations. C'est pour ça que l'écrasante majorité des gens qui viennent de quartiers modestes, je ne dis pas ça comme une excuse, je décris juste un phénomène. Moi, je le sais dans le rap. Tu prends, par exemple, les rappeurs qui viennent de quartier, 200% d'entre nous, j'ai pas dit 100, 200% d'entre nous, nos premières avances, on a fait n'importe quoi avec. Pas parce qu'on est bête, parce qu'en fait, on règle des frustrations. T'es jamais allé en vacances, t'as jamais eu de voiture, t'es jamais sorti, t'as jamais eu de sap. En fait, t'as jamais été large. On t'a toujours rationné, t'as toujours été, je vais pas dire envieux, mais quand même, il te manque toujours un truc et tout. Ouais, donc, en fait, vois ce qui se passe avec toi. Tu veux régler ça. Tu veux régler ça. Je prends souvent cet exemple-là. Grâce à Dieu, je gagne bien ma vie. Du coup, mon fils, il a une vie plus abondante que la mienne. Je pense, et je lui souhaite, si jamais un jour il fait quelque chose qui lui rapporte de l'argent, bah, il va être moins impressionné par l'argent ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, il a une vie plutôt aisée par rapport à la vie de son père, en fait. Tu vois, il a déjà pris l'avion des dizaines et des dizaines de fois. Donc, du coup, c'est pas son premier réflexe. Peut-être il pensera au truc d'après. Je connais pas son destin, mais peut-être qu'il va dire, ben,
Il me manque rien, je vais acheter un appartement, tu vois. Alors que moi, non, c'est pas un appartement. Moi, je veux des baskets, moi. Moi, je veux une BM. Je veux flamber sur l'échange. On me l'a tellement raconté que je veux le vivre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et t'es déréglé. Et t'es pas prêt à ça. À la base, tu voulais juste rapper. À la base, tu voulais juste jouer au rugby, au foot. Et en moment, il y a tout ça qui arrive avec les gens qui vont avec. Le cocktail, il est explosif. Et si c'est pas solide autour de toi, tu peux vite t'enflammer. Ça, c'est vrai. Et les gens, des fois, ils ont du mal à comprendre. J'ai été plus heureux quand j'avais pas d'argent que quand j'en ai eu. Ouais. C'est la vérité, c'est le paradoxe. Il y en a beaucoup qui le disent. Il y en a beaucoup. Mais c'est la réalité. Mais s'il y en a beaucoup qui le disent, c'est parce qu'il y a un peu de vrai dans ça. Parce que j'ai eu beaucoup d'argent, mais je te jure que je n'étais pas heureux. Je crois que c'est pas Jim Carrey qui dit tout le monde devrait être riche et célèbre pour voir que en fait c'est pas ce qui rend heureux d'être riche et célèbre. Mais tu sais, quand tu dis ça, les gens disent ouais, t'es un menteur, attends. Ouais, l'argent ça règle énormément de problèmes. Ça permet d'avoir une qualité de vie confortable. Ça c'est un fait, c'est avéré, c'est signé. Mais est-ce que toi, ton bonheur, il n'est pas plus important que ça? Et ça, c'est la question qu'il faut se poser. Parce que oui, j'ai de l'argent, mais est-ce que j'étais pour autant plus heureux que quand j'en avais pas, que quand je vivais chez mes parents, ou quand je me contentais du strict minimum? Comme Youssou l'a dit, dès que tu as de l'argent, tu achètes une Ferrari. Une fois que tu l'as conduit, après tu es blasé. Ça y est, c'est réglé. Donc tu veux une autre. Après tu achètes des sapes. Au bout d'un mois, il y a une autre sape qui sort. Ou la mode a change. Toi, tu n'es pas heureux en fait. Même la notoriété, c'est un petit dossier à gérer quand même. Le fait de passer de pas connu à connu, je pense que personne n'est... On t'apprend pas ça à l'école. T'es pas formé à ça. En plus, pas connu à connu avec de l'argent. Donc les gens te connaissent et ils savent qu'ils ont de l'argent. Ou même ils déduisent que tu as de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Sans savoir si tu en as. Mais après, je peux comprendre les gens parce que eux, quand ils disent ouais, mais l'argent, forcément, ça te donne le bonheur, parce que sur le moment, c'est ça qui leur manque. Je peux les comprendre, en fait. Tu vois, tout le monde. Bien sûr. Tu vois, je peux comprendre. Effectivement, quand à un moment, tu as découvert tes trucs et tout, tu mènes une vie. La vie des gens, elle n'est pas facile. Donc à un moment, ils comprennent bien que comment ça, avec 50 000 euros, ça finit pas les problèmes ou quoi que ce soit. Ça règle des problèmes matériels. Mais moi, j'aime bien l'abondance et le confort matériel quand je gagne bien ma vie, que ça donne à moi et ma famille. Par contre, je sais que je suis arrivé à un stade de ma vie où ma paix, elle est plus chère. Ma paix est plus chère. C'est-à-dire qu'il y a des trucs aujourd'hui que je refuse, pas que j'aime pas l'argent. J'adore l'argent, ça me permet de faire des super voyages, des super cadeaux à mes enfants. Mais si ça me coûte ma paix, j'ai lu ça il y a pas longtemps là. En fait, si ça vous coûte votre paix, c'est que c'est trop cher. Et moi, ces derniers temps, j'avoue, il y a des trucs que je fais et qui m'éclatent et en plus, je gagne bien ma vie avec. Ça me va parfaitement. Mais il y a des choses, en vrai, ouais, c'est une vraie quicheta ou quoi que ce soit. Mais et je dis franchement, je passe mon tour. Ma paix, là, elle est trop précieuse. Ça, c'est trop cher. C'est trop cher. Mais j'ai mis du temps à le savoir. Avant, laisse tomber. J'y vais, frère. On voit la quicheta, frère, je meurs. Non, plus maintenant. Baba, je te laisse poser la prochaine question. Allez, à mon tour. Ça va être pour Paul. Hein. Quelle est ta relation avec les réseaux sociaux? Écoute, en vrai, là, j'ai pris la résolution il y a quelques temps. J'essaie d'y consacrer le moins de temps possible. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui s'en occupe pour moi. Mais ça va dans une démarche d'être même loin du téléphone de base, tu vois. J'ai l'impression que malheureusement, c'est contre-productif en termes de créativité, tu vois. Dans le sens où j'ai l'impression que ce dont j'ai besoin pour mon taf, c'est de l'observation. Et si j'ai la tête rivée sur des chiffres et la vie des gens, ça va contre mon vrai métier qui est d'essayer de les faire rire. Franchement, j'essaie de pas regarder, tu vois, parce que pareil, au début, j'imagine comme tout le monde, tu vois, t'es curieux d'avoir des retours sur ce que tu proposes. J'imagine que c'est comme les notes des journalistes après un match, tu vois, au début, t'as envie de savoir ce qu'on te met, et à un moment, je me suis dit, en fait, déjà, si je suis pas bon, ou s'il y a un truc qui est pas bien, je suis le premier à le savoir. Vous n'êtes pas obligé de me le dire, je m'en suis rendu compte très vite. Et franchement, en fait, le commentaire anonyme de quelqu'un derrière son écran, maintenant, avec quelques années en plus par rapport à quand j'ai commencé, je me dis que ça m'intéresse moins. Et je pense que j'ai des vrais gens autour qui auront un avis plus constructif, donc j'essaie de pas trop y prêter attention. Je sais pas vous. Ouais, mais moi, je suis un peu d'accord. Hein. Je suis comme toi. Au début, quand j'étais plus jeune, je regardais les notes, les ci, les là, parce que j'avais vraiment envie de savoir ce que les gens pensaient. Mais en fait, c'est pas eux les spécialistes. Les spécialistes, c'est mon coach. Et en fait, des fois, j'avais des notes éclatées sur le journal ou dans la presse. Et mon coach, il me disait, Miguel, t'as plaqué 20 fois, t'as fait ci, t'as fait ça. Et ça, les vrais puristes, ils le savent.
Les journalistes, ils n'ont jamais joué au rugby, par exemple, et ils vont donner des jugements sur un joueur. Ils n'en ont jamais fait. Donc, ils n'ont pas les vraies stats, les vraies valeurs des choses. Et donc, depuis ce moment-là, j'ai tout arrêté sur ça. Oui, je suis sur les réseaux, mais je suis mes potes, je regarde ce qu'ils font, etc. Mais je suis pas collé H24 à mon téléphone, tu vois. Non, un peu comme toi. Tu as exactement raison, parce que même moi, ça m'est arrivé à Fenerbahçe, où pendant 4-5 matchs, je n'avais pas marqué. Ils me faisaient descendre par la presse, mais moi, je ne lisais pas la presse. Tu vois. Mais les gens venaient me rapporter, ouais, ils ont dit ça, est-ce que tu n'es pas fini, tu n'es pas si. Le coach m'a convoqué en pensant que moi, je m'intéressais aux commentaires, ce qu'ils disaient sur moi. Et il a voulu me rassurer en me disant, regarde tes stats, tu as permis avec cette action à l'autre de marquer, tu as fait je ne sais pas combien d'appels, tu as fait je ne sais pas combien de courses, tu as couru je ne sais pas combien de kilomètres. Pour moi, tu as fait ton match, le match d'après, tu partiras titulaire, tu es mon titulaire. Il a voulu me rassurer, sauf que toi, c'était moi, je ne regardais pas les commentaires, en fait. Parce que déjà, moi, je suis de l'ancienne école, donc les réseaux sociaux, c'est venu après. Donc, j'ai du mal avec ça un peu. Je l'ai parce que, voilà, on me dit, pour le monde du travail, on en a besoin un petit peu aussi, machin. Mais je suis comme Paul, je ne suis pas collé dessus, je suis pas rêvé, mes yeux ne sont pas rêvés dessus, quoi. Toi, Youss, tu t'en sers un peu? Moi, je m'en sers beaucoup, mais moi, j'ai trouvé mon équilibre un peu comme toi. J'ai pris quelqu'un qui... Parce qu'au fait, j'en ai besoin pour mon métier, et au fait, en vrai, ça fait partie de la communication de base et tout. Mais moi, il y a même des applis que j'ai pas sur mon téléphone. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que je suis absent, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est témoin et qui me suit et qui rapporte ça comme une ligne éditoriale, tu vois ce que je veux dire. Comme si j'avais un reporter, j'aime bien, ça donne des nouvelles à mes proches qui me suivent, que je côtoie pas tout le temps, qui me voient sur les réseaux sociaux quand je leur parle, par contre, en direct et tout. Mais moi, j'ai décidé de tourner le volet. C'est-à-dire la production, vraiment, je la laisse à quelqu'un. Il connaît mon humeur, il me connaît tellement bien. Mais moi, il y a même des applis de réseaux sociaux que j'ai même pas sur mon téléphone. Et par contre, je suis comme toi, carrément, quand je rentre dans une période de création, c'était le cas pour Amour Suprême, avant qu'il sorte, ça y est, à un moment, je quitte carrément. C'est-à-dire que ça y est, ça m'agace, mais je perds du temps. Je perds du temps et j'aime plus, tu vois. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a des gens maintenant qui le mettent comme un but avant d'apprendre. C'est l'époque. Ouais. C'était moins le cas quand j'ai commencé il y a 7-8 ans. Mais moi, je voulais vraiment apprendre à devenir humoriste, c'est-à-dire à écrire des bonnes blagues, à avoir un spectacle, plutôt que de percer sur les réseaux. Et maintenant, tu as des gens qui réfléchissent d'abord à comment percer, alors qu'ils n'ont pas le bagage et la connaissance de leur taf. Qui la matière. Ouais. Ça a déréglé un peu les gens. Ça a déréglé. Mais après, c'est parce que même des professionnels, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les médias ou les trucs, ils disent « Ouais, mais là, on peut avoir des partenariats là, si jamais t'es actif là. Là, ton truc, il buzz pas. » Moi, je vais pas mentir, même les maisons de disques, elles t'en parlent. C'est-à-dire, t'es là comme ça. Ah ouais... si on te voit en photo avec un tel, ou alors si jamais on vous voit en studio, etc. et tout ça, là. Je suis pas contre ça. Moi-même, j'ai produit des artistes et ils sont dans cette énergie-là. Mais je veux bien, tu sais, comme je disais dans un morceau, je veux bien que ça soit mon esclave, mais pas mon maître. C'est moi qui dis quand je l'utilise, tu vois. C'est moi qui je dis. Mais je veux pas que, comme on commence carrément à me dire, tu sais, je fais un bête de morceau. Ouais, mais sur les réseaux, ça dit quoi? Non, le morceau, il est bien. Tu vois, j'ai commencé comme ça, c'est ça qui m'a amené là où je suis. Je peux pas commencer à me conditionner, genre comme si c'était ça mon maître. Ça, je veux pas. Paul, prochaine question. Ça a été une bonne question pour toi. Ça m'intéresse, je pense, pour Youss. Quand as-tu le déclic de tout miser sur ta passion? Waouh, c'est une bonne question parce que moi, pendant longtemps, là, tu as vu, je parle avec vous, je fais le mec serein, déterminé, tout ça, là, mais c'est pas ma nature du tout. Tout à l'heure, on parlait des études et tout ça. Moi, j'ai fait des études, je suis venu en France pour ça. Tu connais, en plus, famille africaine, les études, tout ça. Tout le monde s'en mêle, les tantes, les oncles. Donc, j'étais un peu précieux et peureux sur ça. J'aimais le rap, c'était ma vraie passion. Mais j'envisageais pas d'en faire un métier parce que déjà, à la base, quand moi-même, je vais l'annoncer à mes proches. Ça n'existe même pas, tu vois. Tu vois, je vais même pas oser. Et il y a un moment, ça a mis du temps, mais énormément de temps pour que mes proches, mes tantes qui m'ont élevé, mes oncles, mes cousines, etc., mon grand frère, ils savent que je fais vraiment du rap et que ça commence à être mon métier. Et même au moment où je te dis, là, je crois que je ne l'ai jamais vraiment annoncé. Hein. Tu vois, et je ne l'ai jamais annoncé d'ailleurs. Ils l'ont découvert. Ils l'ont découvert. Et ils ont découvert un Olympia, tu vois. J'ai fait un Olympia à un moment, mais c'est arrivé au bout de 7-8 ans de carrière. Mais moi, j'ai eu un déclic en amont où à un moment, je me rappelle,
je faisais du taf, je faisais du télémarketing. Je m'ennuyais, c'était naze, mais bon, il fallait bien ça. Je commençais à faire des petits freestyles et un jour, je vais dans un truc qui s'appelle Café, Cyberphone, je sais plus, tu vois, les petits trucs où tu veux aller sur un ordinateur pour aller sur Cybercafé. Cybercafé. Et en fait, on me dit, ouais, apparemment, t'es chaud, des potes me disent ça. Et je dis, ah bon, et tout. Et un jour, je vais dans le cyber. Et je tape mon nom sur Google. Je tape Youssoupha et tout. Je vois des forums, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et ils disent, le gars, il est trop chaud. Et en fait, je suis rentré, l'après-midi au taf, j'étais plus dedans. En fait, je disais, vraiment, là, je vais laisser passer mon rêve et tout. Imagine, ça marche. Imagine, ça marche. Et je me rappelle, j'en parle à une collègue à moi du taf qui ne savait pas que je rappelle. Je dis, ouais, tu sais, t'as vu, je fais un peu mon truc. Tu penses que je pourrais tenter et tout? Et la meuf, elle m'a sorti une réponse sauvage. Elle m'a dit, mais tu vas pas arrêter le taf pour du rap, Youss. La honte. Mais t'as quel âge? Genre, franchement, elle m'a vexé de ouf. Elle m'a tellement vexé. J'ai dit, c'est mort, j'arrête. Ah, non, raison. Et en fait, c'était tellement défaitiste. En fait, j'ai l'impression qu'elle a manqué de respect même à ma dignité. Genre, elle a même pas envisagé, genre, en mode... Que ça marche. Mais genre, tu veux quoi? 10 fois plus. Bah oui, en fait, j'aurais préféré même, elle me dit, ouais, tu vois, c'est compliqué et tout. Elle m'a dit, genre, non mais Youss, t'es pas sérieux. Genre, toi, non mais Youss, c'est toi. Arrête tes conneries. Sois sérieux. Elle m'a ravagé. Elle aurait insulté ma daronne, ça serait pareil. Ah ouais. J'ai dit, c'est elle, le soir même, j'ai dit à mon gars, au responsable, j'ai dit non, mais je reviendrai pas. Et j'ai dit, vas-y, je tente ma chance. J'en ai parlé à ma meuf, et ma meuf, et je lui donne son crédit. À l'époque, je me suis dit, on était en chien de ouf. Et je lui ai dit, ouais, vas-y, je vais essayer quand même, sortir une mixtape pour voir si ça marche. Je me suis dit, elle va barrer. Déjà, on n'a pas d'oseille pour avoir un appart. Et elle m'a dit, hey, c'est une fois par vie, tente, au pire, tu rates. Vas-y, on reprend nos vies. Et c'est comme ça que ça a basculé. Et après, me revoilà avec vous. Heureusement que t'as Je suis toujours pas reparti au taf, frère. Ils m'attendent toujours. Heureusement que t'as pas découragé. Et toi, Paul, ça m'intéresserait de savoir comment t'as basculé. Ça revient un peu à ce qu'on disait sur les expériences de vie. C'est que j'ai fait plein de trucs qui m'ont fait me dire, en fait, je veux pas faire ça. D'accord. Et je voulais faire ça depuis tout petit, mais je savais pas trop comment y accéder. Et en fait, à un moment, j'avançais un peu dans les études et ça devenait un peu concret. Et je me suis dit, en fait, je vais laisser passer. Il y aura toujours une frustration au fond de moi qui fait que je voulais faire autre chose. Et pareil, je me suis demandé quel sacrifice il fallait faire pour arriver à ce chemin-là. Tu vois, au début, c'était des trucs tout bêtes, hein, mais j'imagine que c'est les mêmes concessions dans tous les secteurs. C'est, vas-y, le soir, au lieu de jouer à la play, je vais faire un comedy club le matin, je vais me lever 1 heure plus tôt, etc. D'accord. Et après, c'est devenu une obsession. Mais t'as toujours eu cette passion, quoi, dès l'enfance. Franchement, ouais, depuis petit, je voulais faire ça. Après des échecs fructueux dans le foot et une envie de devenir rappeur, je me suis dit que c'est le truc le plus possible. Le truc le plus possible, mais j'imagine que c'est comme tout le monde. À un moment, en fait, j'ai l'impression que si ça ne devient pas une obsession de réussir dans ton domaine, tu peux pas y aller à moitié. Ouais, c'est ça. Tes proches t'ont soutenu? Pareil que toi, au début, c'était pour plein de gens, c'était flou, tu vois. À la limite, presque la musique ou le sport, j'ai l'impression que c'est encore. C'était peut-être plus concret, c'est très perceptible. C'est grand public, tu vois. Mais moi, j'ai grandi à Montpellier. Tu parles de comedy club enfin, les gens, ils vont voir un spectacle par an et c'est c'est Gad Elmaleh, tu vois. Mais des petits humoristes pas connus, expliquer que tu fais des comedy clubs, c'est trop flou pour. Ouais, mine de rien, c'était un peu parisien il y a quelques temps. Là, ça devient, le phénomène se développe. C'est vieux que ça aussi. Ouais, et même, tu vois, je suis assez réservé de nature et tout. Des gens qui disent, mais toi, tu vas monter pareil que toi, tu vois. J'ai eu l'équivalent de la meuf du télémarketing. Qui dit, ouais, toi, tu vas faire des blagues, tu vas monter sur scène, truc et tout, mais je sais pas si vous avez vu cette petite voix-là. Au fond de moi, il y avait un truc qui me disait, c'est ça ton chemin. Parce que ma je connais ton parcours, donc c'est pour ça que je t'ai pas posé la question. Moi, c'est venu très tard. J'ai jamais pensé. Moi, comme je l'ai dit, ça a toujours été un jeu pour moi. Je me suis fait virer du centre de formation à 17 ans. Ah ouais. Normalement, après ça, t'es mort. Ouais, après ça, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Ouais, c'est ce qu'on me dit, mais je le pensais, moi. Je me suis dit, le foot, c'est mort. Je commençais à travailler comme toi, comme Paul. J'étais magasinier dans un Intermarché. Et on m'a repris dans un club amateur et j'ai joué pour plaisir, en fait. J'ai toujours pris ça comme un Sans jeu. la pression de jeu.
Voilà. Et c'est vraiment quand je suis arrivé après à 3, en réserve. Tu t'es dit, bon, allez là. Non, même pas. Je voyais que j'étais meilleur que les autres en réserve. Mais vraiment, c'est quand Alain Perrin, à l'époque, il me convoque dans son bureau. Bon, déjà, quand il me convoque, je pensais qu'il allait m'engueuler. Je dis, putain, qu'est-ce que j'ai encore fait? Je faisais que des conneries. Putain, Et au final, il me dit, bah non, je te propose un contrat pro. Je vais devenir Toi, tu n'avais pas couru après le contrat pro. Le contrat pro, il est venu limite à toi. Voilà. J'ai toujours pris ça comme un plaisir. C'est pour ça que j'encourage vraiment les parents à chaque fois de laisser les gamins s'exprimer, de s'amuser. Et si tu leur dis depuis à 13 ans, faut que tu sois pro, le mec, il est là, il se prend la tête. Et moi, j'ai jamais eu ce problème-là, en fait. Je me suis jamais pris la tête. J'ai toujours pris ça comme un jeu, comme un plaisir, comme une passion. Et c'est venu comme ça, tout seul. J'ai l'impression que le point commun de tous nos trucs, c'est qu'on ferait tous ce qu'on fait gratuitement. Même si ça n'avait pas... je suis d'accord. Jusqu'au moment où on dit, tiens, on va te payer pour faire ça. Et tu dis, c'est où ça se concrétise, voilà. Où ça se concrétise. Et après, un jour, ça vaut très cher ou un peu plus cher que la veille. Mais le point commun, c'est qu'on l'aurait fait gratuitement. Et là, j'ai peur que la nouvelle génération, au contraire, elle se dise, je vais faire du foot pour ça, ou je vais faire pour l'argent, de l'humour ou de la musique pour ça. Alors que toi, quand t'en faisais, c'était juste pour l'oseille, ça a été le bonus magnifique. Mais c'est pas vrai que... Parce que maintenant, on montre de plus en plus l'argent. On connaît les salaires, on connaît les trains de vie, on connaît le lifestyle. Donc du coup, tout le monde voit ça. C'est pour ça que même les petits footeux, maintenant, leurs potes... tu vois beaucoup de potes, c'est méchant ce que je veux dire, mais tu vois beaucoup de potes avec eux à la chicha, en boîte, etc. Mais je me dis, mais il n'y en a pas un pour lui dire, va à l'entraînement. Tu vois, il faut des potes aussi, faut des potes de taf aussi, tu vois, qui t'accompagnent dans ça. En fait, tout le monde est dans le lifestyle, tu vois. J'avoue, ça fait rêver, les lifestyles, je dis pas le contraire, mais on voit que ça, c'est une belle récompense. Ça dérègle. En fait, il faut l'utiliser comme outil, mais il ne faut pas que ça dérègle le truc, tu vois ce que je veux dire. À un moment, il faut quand même jouer des matchs. À un moment, il faut quand même faire rire, bosser ce truc. À un moment, il faut faire des skills. À un moment, il faut un peu rapper. Et que non, le chèque qui va arriver, mais... Si ça doit arriver, ça arrivera. Mais bien sûr, ça va arriver. Si tu travailles bien. Mais souvent, par contre, il faut dire ça aux gens aussi. Bizarrement, quand tu es concentré sur ton taf, il y a un moment, ça arrive naturellement. C'est bizarre. C'est pas en le ciblant. C'est comme dans tout corps de métier. Si tu travailles, tu seras récompensé. Oui. Mais par contre, si tu fais les choses à moitié, ça va devenir bizarre. Mais surtout que tu mets pas en avant tous les kilomètres que tu as couru, toutes les fois où tu as rappé et que c'était pas bien pour arriver, tu vois. Tous les les gens, ils mettent en avant que la consécration. L'argent, c'est une finalité, mais en fait, il y a un chemin tellement long et sinueux avant pour arriver à ça. Le pire pour moi, c'est vous les sportifs. Je trouve que les gens, quand ils parlent des sportifs, ils sont grave condescendants parce qu'ils ne voient pas du tout la part de sacrifice que vous faites. C'est-à-dire que le truc de mais parce qu'ils courent derrière un ballon, ils gagnent trop de trucs. En fait, j'ai jamais compris ce truc-là. J'ai l'impression que même les rugbyman, c'est plus que nous. Parce que des fois, quand ils partent en tournée, ils partent un mois, 2 mois. Et c'est long. Nous, OK, on part 3-4 jours en mise au vert parce qu'on joue la Coupe d'Europe et tout ça. Mais à part les 2 semaines qu'on fait en prépa d'avant-saison, on ne part jamais longtemps. Et des fois, ils vont en équipe de France. Ils passent leur vie en équipe de France. Ils font le tournoi à destination. Ils sont 6 mois avec l'équipe de France. S'il ne faut pas venir leur famille, ils ne les voient jamais. Et cette tendance à minimiser, genre en mode, vous courez après un ballon alors que personne n'aurait fait les sacrifices que vous avez fait. Depuis très jeune, en plus. Depuis très jeune. C'est-à-dire que nous tous, on a voulu rester tranquille, à manger notre goûter tranquille au chaud pendant que vous cassez les couilles, à vous rouler dans la boue, à vous faire blesser et tout. Mais c'est vrai. Mais j'ai un exemple de dingue à te donner. Moi, j'ai mes sœurs qui sont venues à Paris il y a 2-3 ans. Elles viennent souvent maintenant. Mais elles n'avaient jamais vu mon rythme de vie. Elles pensaient que je m'entraînais une fois l'après-midi, 1 heure, et que je rentrais à la maison et que je gagnais ma vie comme ça. Et j'arrivais, tout était beau comme ça. Elles sont venues quand même, voyaient me lever à 6h45 et que je rentrais à 18h, 19h. Elles ont halluciné. Elles m'ont dit, mais t'étais à l'entraînement là toute la journée? Je dis, oui, c'est ça ma vie. Elle pense que tu es à Paris, sur les champs, en train d'acheter des habits. Mais non, les sacrifices, ils sont là. Tous les jours, tu te lèves à 6h30, 6h45. Depuis très longtemps. Tu vois, depuis très longtemps. Depuis que j'ai 15 ans. Et c'est tout ça que les gens ne voient pas. Mais dans le foot, c'est pareil. Tous les 3 jours, ils voyagent. C'est la folie. Tu es tout le temps dans les hôtels. Tu dors pas beaucoup. Tu sais ce que c'est d'être dans les hôtels. Tu dors pas comme si tu étais chez toi, etc. Tu t'entraînes peut-être moins dur parce qu'ils ont plus de matchs. Mais tu t'entraînes tout le temps, tu es tout le temps en déplacement, tu vois pas ta famille, mais ça, ils se rendent pas compte. Il y a la pression aussi. La charge émotionnelle. La charge émotionnelle. C'est-à-dire que même quand tu joues pas, tu es concentré, ton flux mental, il est pris. Et tu es jugé. Et ce qui est dur aussi, c'est que tu es jugé tous les week-ends. Tous les week-ends, comme tu as dit tout à l'heure, tu es remis en question tous les week-ends. Et ça, c'est hyper dur. Parce que
Tu peux être en feu pendant un mois, mais pendant 3 mois, Mamad, il marquait pas, mais c'était la guerre à Marseille. Tout est remis en cause. Tout est remis en cause. C'est tout. Et des fois, c'est ta famille qui est empathique à toi. Parce que toi, tu essaies de te mettre dans ta bulle et essayer de faire abstraction de tout ce qui se passe autour. Mais ta famille, elle regarde les émissions sportives, elle lit les journaux, elle lit France Football, elle lit l'équipe, elle voit les critiques. À Marseille, quand j'étais pas bon, des fois, je recevais des lettres. Une fois, ma mère, elle a ouvert une lettre. Personnel, à la baraque. Où j'étais menacé, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, tout ça. Chez moi, ma mère, elle a ouvert une lettre, elle a vu des menaces, elle m'a dit non, tu quittes le club. Moi, je viens d'arriver, elle m'a dit non, ne menace pas mon fils et tout. Mais ça l'a impacté, tu vois. Bien sûr. Ça l'a impacté et ça a été très difficile parce que toi, tu es prêt à assumer tout ça. Mais les proches. Mais ta mère, tout ça, c'est compliqué. Surtout quand elle va jamais au stade, elle ne sait pas ce qui se passe, mais elle voit juste une lettre de menace. Elle est en flip, tu vois. Et c'est pas évident. Mais surtout là, moi j'aurais toujours un respect supplémentaire pour les sportifs par rapport à ce qu'on fait. Je ne sais pas si tu seras d'accord, mais c'est que nous, on peut arrêter 6 mois. Ça, tu trouilles un peu dans ton travail, mais tu peux voyager, t'inspirer, etc. Vous arrêtez de courir 3 semaines. T'es cuit, tu grossis, tu dois faire attention à ce que tu manges, etc. Nous, même s'il y a une dimension physique... moi, je suis 1000 fois d'accord avec toi. Mais moi, je vais même aller loin. Nous, il y a... Genre en boîte de nuit, je traîne tard, etc. Et tout ça, là, les gens, ils me voient, c'est trop cool. Youss, il a un lifestyle de ouf. Vous, moi, j'ai des potes, beaucoup de potes sportifs comme vous deux. On vous voit traîner à 23h. T'es vite. Ça et même quand ils nous voient pas. Exactement. On suppose la vie qu'ils sont censés avoir. T'as une petite amie, c'est trop cette petite amie. Pourquoi tu traînes là? Tu vas en vacances là? Pourquoi truc et tout? Moi, je pourrais pas ça. Moi, ça m'a toujours étonné comment les gens se plaignent de la vie qu'ils peuvent gagner, alors qu'en fait, n'importe qui n'accepterait pas de faire les sacrifices qu'ils font. Ah non, moi, je pourrais pas ça. Moi, je veux pouvoir... Là, je vous quitte, là, au truc et tout. Si je peux traîner, je traîne. Gaël, il traîne jusqu'à 4 h du matin, il est mort. C'est pas normal, ça. Je pourrais pas. C'est vrai. Gaël. Transmission. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui rêve de suivre ton chemin, mais qui doute? Je vais la poser à Mamad. Franchement, quel conseil? Déjà de travailler et de prendre du plaisir. De ne pas voir ça comme un métier. J'en côtoie énormément de jeunes qui viennent me demander des conseils, surtout dernièrement. Surtout ces dernières années. J'ai l'impression qu'ils se mettent, comme on l'a dit au départ, ils se mettent énormément de pression pour pas grand-chose. Le foot, c'est un métier. Mais avant tout, c'est un sport et c'est un jeu. C'est un jeu, on l'a tous pris comme ça depuis notre enfance. On a appris ce métier-là en prenant du plaisir, en s'amusant. Donc amusez-vous. Les gamins, je trouve qu'aujourd'hui, ils ne s'amusent plus trop. Et ça part depuis des débutants. Hein. Je vois comme l'a dit Gaël. Même à l'âge où on doit s'amuser, ça s'amuse plus. Ça s'amuse plus. Je vois moi, je vais voir des matchs de mon gamin qui est en U7 aujourd'hui, mais je vais voir des matchs de U8, U10. Je vois autour. Tu vois, même en U13, tu vois des agents autour, alors qu'avant, nous, on n'avait pas d'agents. C'est une folie. Avant, les agents, on commençait à les voir quand on était pro. Même les parents qui doivent mettre la pression. Qui crient, qui insultent, qui truc. Je les regarde comme ça. La dernière fois, je suis parti voir un tournoi de mon gamin, c'était un tournoi U6. Hein. J'étais en tribune. Et ça sortait des insultes, mais devant des gosses. Mais ça insultait devant les gosses. Ta mère, et des insultes sorties de nulle. Je dis, mais j'étais avec ma femme, je regardais comme ça. Je dis, moi, j'ai un peu, c'est comme ça. Et il y a des parents qui sont tranquilles, hein, qui viennent juste voir profiter pour leur gamin, passer une journée, un tournoi avec leur gamin, tout ça. Ils assistent à tout ça, ils se font même agresser. C'est malsain. Tu vois, et c'est devenu tellement malsain que les parents, tu as l'impression qu'ils vivent leur rêve à travers leur enfant. Eux, peut-être qu'ils voulaient devenir pro. Comme ils n'ont pas pu, ils veulent que leur gamin, voilà, tu vois, ils mettent la pression sur leur gamin. Moi, si j'ai un conseil à donner à un gamin, amuse-toi, c'est un jeu. Prends du plaisir. Tu veux prendre le ballon, dribbler. Si tu veux faire des passes, fais des passes. Si tu veux faire des petits ponts, fais des petits ponts. C'est comme ça qu'on a appris. En jouant sans pression. En prenant du plaisir. Le jeu d'abord. C'est le jeu. C'est comme ça que tu apprends. Toi, tu as rappé en t'amusant. Et après, tu as progressé. Je voulais faire plaisir à mes potes. Voilà. Toi, Gaël, tu as kiffé le rugby en t'amusant avec tes potes. Ouais, exactement. Toi, pareil. C'est comme ça. Comme tu l'as dit, alors, tu fais ce que tu aimes, mais pas pour l'argent. Tu le fais parce que tu aimes le faire. De même, tu pourrais le faire gratuit. Et moi, je pouvais jouer au foot gratuit. D'ailleurs, je jouais en DHR dans un club amateur. J'avais 18 ans. Tu vois. Et je prenais du plaisir, mais comme jamais j'en ai pris.
j'étais avec des potes, des gens qui travaillaient aussi. On s'entraînait à 20h le soir. Mais je kiffais. Je kiffais. Et après, quand c'est devenu pro, c'était un plaisir, mais c'était plus le même plaisir, tu vois. C'était plus un jeu, c'était un travail. C'était un métier. Tu vois, c'était un métier, c'était un travail. Mais avant, je kiffais ce que je faisais. Et c'est les gamins, il faut qu'ils reviennent à ça. Et les parents qui prennent conscience qu'ils sont en train de tuer leurs gamins comme ça. Non, ça, je suis trop d'accord. C'est vraiment les parents qui mettent une pression énorme. Et il faut garder cette simplicité, le plaisir du jeu. Et surtout, j'ai l'impression que les gens qui arrêtent, tu vois, que ce soit les sportifs ou artistes, souvent le dénominateur commun, ils disent c'est parce que je prenais plus de plaisir. Tu vois, c'est un... J'ai l'impression que c'est quand même le fil rouge qu'il faut qu'on garde, parce que le jour où ça t'anime plus, même si tu gagnes beaucoup d'argent, c'est ce que tu dis, ça achète pas ta paix en fait. Ah ouais, ça achète. Il y en a même, ils arrêtent à 28 ans maintenant. Ouais, bien sûr, ils prennent plus la tête. Parce qu'ils ont la tête comme ça, ils prennent plus de plaisir. Mais parce que depuis gamin, on les a matrixés, ils sont fatigués. C'est épuisant. Hein. C'est catastrophique dans la vie. Tu rentres au centre de formation à 13 ans, t'imagines. Tu vois pas tes parents, tu vois pas tes frères et sœurs. On te dit, ouais, faut que tu sois pro, faut que tu sois pro. Une fois que tu arrives pro, il faut que tu sois comme ça. À 30 ans, t'es essoré. Ouais, et le rythme, tous les ans. Comme tu as dit, toi, si tu as envie, tu peux couper 6 mois. Si là, demain, tu dis, j'en ai marre, c'est fini, tu peux couper 6 mois, 1 an si tu as envie de faire une pause. Nous, tu peux pas. Si tu t'arrêtes 1 an, déjà, tu es hors de forme. Il y a un autre qui va arriver et qui va te remplacer. Bon, ça, c'est un peu pareil. Mais surtout, le championnat, il te dit que tu as 1 mois de vacances par an, tu vois. Donc, toute l'année, tu es dans un rythme et tu es essoré. Donc, ce qui est bien, c'est de garder quand même ce plaisir et cette liberté, comme tu dis. C'est ça qui te tient. C'est de faire des trucs que tu as envie en dehors, de kiffer, d'avoir ton socle proche. Moi, c'est comme ça que je m'y retrouve. Moi, c'est comme ça que je vois le sport. C'est comme ça, en m'amusant. Bien sûr. Tu vois. Mais tu vois, même dans d'autres sports, ceux qui font de l'athlé, ceux qui font les JO, c'est des sports, des fois, ils s'entraînent 4 ans pour 10 secondes. Mais parce qu'ils aiment ça. Et ils ne gagnent pas beaucoup. Il faut avoir un sacré mental. Il faut avoir un sacré mental. Et moi, j'ai du respect pour ces gens-là, tu vois. Parce qu'avec peu de moyens, et surtout ceux qui font ce sport-là en Afrique, ils ont encore moins de moyens, tu vois, mais ils se donnent à fond, ils s'entraînent à fond, tous les jours, pour leur espoir de participer aux Jeux Olympiques, alors qu'ils ne mangent pas à leur faim. Ils n'ont pas les équipements qu'il faut, ils n'ont pas les installations qu'il faut. Personne peut-être n'en parlera, voilà. Ça va être dans l'oubli. Ils aiment ça, ils font ça parce qu'ils aiment ça. Et c'est ça le plaisir pour moi, le sport. Il faut le faire quand ça te plaît, c'est ton kiff. Mais quand tu te sens obligé, tu vas pas durer. Ça y est. J'ai l'impression qu'en fait, le chemin, il est tellement dur que si tu n'es pas passionné et 100% focalisé sur ça, ça vaut pas le coup. Si tes objectifs, ils sont d'être connu, de faire de l'argent, il y a des moyens plus rapides. Tu vas ou rater ou être malheureux. Voilà. Peut-être tu vas réussir, tu vas peut-être réussir, mais tu vas être malheureux, ou alors tu vas être malheureux, tu vas rater. C'est sûr, certain. Regarde Eden Hazard. L'un des talents les plus grands que j'ai vu. Tu le voyais sur un terrain, moi j'ai joué contre lui, Eden. Mais il jouait avec le sourire, Eden. Lui, tu ne parles pas d'entraînement, de rigueur. Lui, il jouait, il allait sur le terrain pour s'amuser. Et c'était beau à voir. Tout ce qu'il faisait, les gestes et tout. Mais au bout d'un moment, à 30 ans, ça l'a saoulé. Parce qu'il ne prenait plus de plaisir. Quand on a commencé à le formater, oui, les entraînements, oui, tu es blessé parce que tu ne t'entraînes pas, oui, au Real Madrid, c'est comme ça. Le rendement, quand on a commencé à parler de rendement le concernant, est-ce qu'il marque assez, est-ce qu'il passe assez, ça n'a jamais été c'est un joueur plaisir qui avait du rendement, mais pas du rendement forcé, du rendement quand le jeu le demande. Le foot, ça se voyait dans ses yeux, c'était un plaisir, tu vois. Et l'avoir en face de moi, je le voyais avec le sourire sur le terrain. Et quand il a perdu ça, pourtant, il pouvait rester après Madrid, il peut signer dans n'importe quel club en Europe. Tout le monde le prend, Eden Hazard. Mais quand il a perdu ça, de lui-même, il a dit j'arrête parce que j'ai plus cette notion de plaisir. Ça ne m'intéresse plus. Et il a raison. S'il n'est pas heureux, bah arrête. C'est le bon choix pour moi. Et je veux juste préciser parce que c'est important. Tu vois, en parlant d'Eden Hazard, tu vois, ce type de joueur, quand on en parle, il faut arrêter de dire ouais, mais sa carrière, elle est ratée, il pouvait aller plus loin. Non. Il est allé là où il devait aller. Voilà. Faut arrêter aussi avec ce truc de... Oui, quoi, il voulait gagner 3 Coupes du Monde et 6 Ballons d'Or. Non, je pense vraiment qu'il a pris... En fait, il a eu la carrière qui l'a rendu heureux. Dès que ça ne le rendait pas heureux, il a décalé. Au moins, il a eu les coups. Et c'est bien, en fait, voilà. Bien sûr. Et il le reconnaît, puisque j'aime bien Eden, il le reconnaît au calme quand il était à Chelsea, truc et tout. Je me rappelle quand il était à Chelsea, un jour, il m'envoie une vidéo avec tous les maillots des milieux à l'époque. Il y avait du beau monde. Je dis, waouh, ça va être dur et tout. Moi, j'ai dit, ah non, ça va pas être dur, je vais jouer. Mais parce qu'en fait, tu sais, lui, t'envoie, je vais m'amuser. Parce que c'est un gamin. Et en fait, je pense qu'il y a un moment, il devait être en mode, je vais plus jouer. Si je joue plus.
il n'y a plus de trucs. Et non, c'est pas une carrière ratée, c'est une carrière qui a rendu un mec heureux, qui a rendu ceux qui l'aimaient bien et qui kiffaient le foot, comme moi, heureux. Et donc c'est bien, on est à l'aise avec ça. Ah ouais. Et limite, tu deviens aigri après. Ouais, tu restes, etc. C'est ça, tu forces. Ouais, tu forces et tu sens que t'es plus dans le... Ouais, je vais sauter 2 questions, les gars, parce que on parle beaucoup. C'est à moi de tirer. Ok. En plus, elles se rejoignaient, les questions, donc parfois on en a parlé. Créativité. Comment tu crées un sketch? Attends, forcément. Moi. Non, ça m'intéresse. Comment c'est quoi le processus parce pour créer un sketch? Un sketch ou un texte, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le sketch. Ouais. C'est quoi le processus? Comment l'idée te vient? Comment tu amènes la chose? Comment tu la peaufines? Écoute, pareil, j'ai l'impression que ça peut se rejoindre avec ce qu'on fait, ce que vous faites aussi. Soit parfois c'est une fulgurance, il y a un truc qui traverse l'esprit comme un geste, tu vois, qui ne serait pas calculé sur un terrain, ou une rime, tu te dis tiens, ça je ne l'avais pas imaginé, et je me le note et je me dis je vais voir comment je peux le développer. Soit parfois je pars plutôt d'un sujet qui me tient à cœur. J'ai un truc qui me dit ça, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange, qui m'intrigue dans ce thème-là, et j'essaye de trouver les blagues qui vont autour de ce sujet. Tu vois, par exemple, mon spectacle actuel, il parle d'amour. J'ai essayé de me dire, ok, dans l'amour, il y a ça, ça, ça. Qu'est-ce que je peux trouver de marrant dans le fait d'être en couple? Qu'est-ce que je peux trouver de marrant dans la sexualité? Et des fois, tu t'inspires des choses que tu vois dans la rue? Ouais, franchement, c'est un peu ce que je te disais sur le téléphone, etc. C'est que j'ai l'impression que c'est quand même des métiers d'observation à la base. Et donc, en fait, j'ai l'impression que c'est un regard que tu poses sur les choses. Tu vois, par exemple, là, vous trois, vous voyez ce verre d'eau de ce côté-là. Et moi, je vais me dire, ah tiens, peut-être qu'ils ne l'ont jamais vu de ce côté-là. Et dire, ah en fait, t'as vu, quand tu regardes un verre d'eau de cet angle-là, en fait, derrière, il y a une feuille que vous n'avez pas vue. C'est plus un décalage que tu poses sur une situation, en fait. Et après, en fait, ça revient aussi à beaucoup ce qu'on disait, c'est que le sketch n'a aucune valeur tant qu'il n'est pas éprouvé devant des gens. C'est-à-dire que... C'est ça. Avant d'éprouver, tu mets du temps à l'écrire, le sketch? Franchement, écoute, il y a des trucs que je trouvais, que j'ai mis, je sais pas combien de mois à bosser, ça marchait pas super bien, et des trucs auxquels je croyais pas trop et qui en fait marchaient super bien. Mais il y a quand même une phase qui serait l'équivalent, tu vois, de, je sais pas, un entraînement, faire un nombre de frappes jusqu'à ce que la bonne frappe rentre, qui est que, en fait, je le vois un peu comme une sculpture, tu vois, c'est-à-dire qu'au début, tu as un gros caillou, et tu le tailles un petit peu pour arriver à ta toute petite statuette qui brille. Ça part d'un gros truc, mais finalement, il n'en reste pas beaucoup. Ouais, mais ça doit être dur quand tu laissais ton sketch face à des gens et ils rigolent pas. Et tu prends un mur. Alors, comment tu le gères, ça? Mais moi, je pars chez moi. C'est vrai que ça, c'est dur. Moi, ça, c'est le truc qui m'a touché. Comment tu gères parce que ça, c'est une pression, ça. Voilà, parce que c'est une forme de pression. En fait, c'est pour ça qu'on parlait de chemin et tout, c'est que pour arriver à 5 minutes qui marchent, il faut, ou même, je te prends pour un spectacle, pour avoir 1h30 de spectacle qui marche et qui est efficace, il faut passer par 4 heures de blagues écrites qui ne marchent pas. Okay. Et donc maintenant, en fait, j'ai changé de mentalité, je ne le vois pas comme un échec, je le vois comme un moment où je me rapproche de la bonne blague. C'est ce que je veux dire. C'est le processus, en fait. C'est-à-dire que un humoriste qui va te dire qu'il n'a jamais pris de bide, ça n'existe pas. On sait qu'il n'a pas suivi le bon chemin. C'est comme un footballeur ou un rugbyman qui dit j'ai jamais raté de frappe, tu vois. Je peux rater des frappes, mais si je prends un bide, je pars direct. Ça va me supporter, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça, c'est un métier qui est dur pour moi, tu vois ce que je veux dire. Et tu le testes devant tes amis d'abord? C'est quoi le processus? Où tu vas directement sur des petites salles où tu as 20-30 personnes? Ou c'est tes potes? Moi, je t'avoue que moi, je fais... En fait, pour moi, le référent, c'est le public. C'est-à-dire que... Pas l'entourage. Ouais, en fait, c'est presque même différent d'un morceau, tu vois. C'est-à-dire que toi, j'imagine, tu fabriques un morceau, tu peux dire, c'est bon, j'ai fait un morceau, même si les gens ne l'ont pas écouté. Et l'ont pas validé en tant que morceau, pour toi c'est fait. Moi je peux pas écrire un truc et me dire c'est bon j'ai un sketch tant que les gens n'ont pas rigolé, tu vois. Donc c'est C'est qu'il y a la dette du rire quand même. C'est ça. Ils vivent ensemble. C'est que j'ai pas fait ma part du travail si les gens n'ont pas rigolé, mais tu vois, au même titre que pour
pour mettre un drop ou mettre un but, tu t'es entraîné je sais pas combien de fois à frapper ta balle d'une certaine façon pour qu'elle aille petit filet, ben, moi c'est la même chose. Tu vois. Je le vois vraiment comme un échec qui me rapproche du bon moment. Et après le bid, franchement, écoute, je sais pas si ça peut aider des gens, mais franchement, je conseillerais à tout le monde de passer par ce truc-là, quoi. Parce qu'en fait, après, tu vois la vie de manière beaucoup plus... Non, mais tu sais, c'est comme un mauvais concert ou comme un match. Tu sais, je sais pas, tu t'es déjà pris un petit pont, un truc comme ça, tu te prends la honte, après, il n'y a plus rien qui est grave. Ah, mais Babad, il a son orgueil. Des fois, je sors des blagues, les enfants me regardent comme ça. Bien là, je suis mal à l'aise déjà. Non, c'est parce que... Alors, devant un public... Non, mais je pense, Mamad, il dit la même chose de nous. Quand tu rates un but, là, t'es finale de Ligue des Champions ou de Coupe d'Afrique ou quoi, tu te dis, putain, le mec, qu'est-ce qu'il doit ressentir? Je vois ce que tu veux dire, mais je pense en fait, c'est un peu les mêmes équivalences. Hein. Oui et non. Oui et non, parce que lui, il est face à son public. C'est-à-dire que lui, il a une interférence avec son public quand il est en spectacle. Ouais. Que nous, on est sur un terrain et en fait, limite, tu es dans ta bulle, en fait. C'est-à-dire que limite, les chants, tu les entends pas. Ouais, même les sifflets, tu les entends pas quand tu loupes une action ou une passe ou une frappe parce que tu es concentré sur le truc. Et limite, tu te mets dans ta bulle. Mais lui, il ne peut pas se mettre dans sa bulle parce qu'il est face. Il interagit avec son public. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il voit tout et le public, il est face à lui. Moi, je ne suis pas face aux spectateurs. Je suis sur le terrain, je suis autour de moi. Adversaires, tu vois, je suis face à mes adversaires. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je me dis, en fait, ce n'est pas si grave. Je te promets qu'au début... Parce que ça y est, tu es aguerri. C'est parce que tu es aguerri par la pratique. Nous, on regarde ça avec beaucoup plus de recul et on a la pression pour toi, en fait. On a la pression sur nous. Mais en fait, au début, pour moi, j'ai vraiment pris des bises où je me suis dit, c'est bon, j'arrête. Je ne fais plus ça, je vais faire autre chose. C'est très douloureux. Mais après, il y a un nouveau matin le lendemain, tu n'es pas mort. Les gens, ils t'ont oublié. Et je me dis, les gens, ils ont quand même aussi leurs problèmes à eux, quoi, tu vois. Mais ça, c'est une grosse force de caractère. Tu vois, au pire, allez, j'ai vécu un mauvais moment. L'échec. Et en fait, ça me sert juste à me dire qu'il faut encore plus bosser, tu vois. C'est le fameux dépêche-toi de te tromper. Moi, avec le temps, je répète ça souvent je dis dépêche-toi de te tromper. Plus vite tu te trompes, plus vite tu arrives à la vérité. Alors, dès que tu te trompes, en fait, oui, ça pique, mais plus tu te rapproches de la vérité. Mais c'est vrai que là où ils disent, c'est que moi, dans la chanson, moi, dans la musique, je chante mon truc, on va être posé. Je sais pas, je rappe Mon Roi. Ok, ça, c'est un texte que j'ai écrit pour mon fils. Les gens, ils kiffent pas, etc. Mais bon, vas-y, frère, c'est intérieur, vous avez kiffé tout. Il y a tout de suite un baromètre d'évaluation que même si toi, tu l'as ou tu l'as pas, autour, les gens regardent, mais ça rigole pas, tu vois. C'est-à-dire que même nous-mêmes, on peut l'avoir, tu vois. Alors que moi, si je chante, peut-être lui, il a kiffé, peut-être lui, il a pas kiffé. On peut pas le savoir vraiment. Des fois, ça gueule, des fois, ça gueule pas. Mais je trouve vraiment c'est périlleux. Et c'est pour ça c'est fascinant de ouf chez vous quand même les humoristes, ce truc de se confronter à ça, tu vois. D'ailleurs, je sais pas si c'est un rapport, mais j'ai toujours voulu... En vrai, j'ai remarqué, là, si tu penses, je sais pas si vous connaissez des humoristes autour d'eux, mais beaucoup de potes humoristes sont, dans la vie, c'est pas des ouf non plus, tu vois, ils sont finalement intérieurs, ils sont posés, ils sont... Tu vois ce que je veux dire? On dirait qu'il y a deux personnes, je sais pas si t'as... Tu sais, j'ai souvent vu stresser même. Alors je me dis, oh, c'est un marrant, Paul, il est marrant de ouf. Pourquoi il stresse? Si lui, il stresse, nous on est morts, nous. Tu vois, j'ai vu ça chez Malik, chez Florence Foresti. Des fois, je vais les voir en loge et je les sens tendus. Je me dis, un humoriste, c'est tendu. Normalement, vous êtes en détente, vous. Et t'as vu comment on est déréglé? Tu sais, Redouane, moi, je l'ai connu Redouane Bougueraba, je l'ai connu en 2005. Redouane, quand il a commencé. C'est pour ça que les gens, quand ils le voient arriver en 2025, ils sont là. Ah, mais t'as vu. Redouane, il faut savoir par où il est passé. 2005, des fois, il faisait des spectacles dans une chicha, il y avait 5 personnes. Il faisait des blagues, personne rigolait. Pour de vrai. Mais je te le dis la vérité. Redouane, il te le dira. Redouane, des fois, il se produisait dans la chicha de notre ami Brahim. Et il galérait. Il y avait 5-6 personnes dans la chicha, il faisait des blagues, personne rigolait. Il est passé par des étapes. Et de le voir réussir là où il est maintenant, je suis très heureux pour lui. C'est une consécration. Mais il a charbonné. Et moi, ce qu'il a fait, c'est pour ça que je te dis, c'est une grosse force de caractère. Faire un beat dans une chicha, il y a 6 personnes, mais j'arrête. Je dis, c'est pas pour moi, ça, c'est fini. Déjà 6 personnes, ça, déjà. J'avance déjà pas. Déjà. Frère. Tu vois, là, se retrouver après faire le vélodrome, c'est le travail qu'il a abattu derrière, tu vois. C'est monstrueux. Et pour ça, c'est vraiment... Mais c'est ça qui t'entraîne, gros. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ça, plus tu joues de match, plus tu fais de chansons, plus tu fais de concerts, plus tu fais de spectacles, plus justement tu développes comme on dit, un karaté.
Ça y est, c'est-à-dire que, tu vois, ce corner-là, je sais, je l'ai souvent raté, maintenant je sais là où j'ai anticipé. Exactement. Ce moment-là où quand j'ai mon point de côté, avant je paniquais, en vrai je sais qu'au bout de 12 minutes, il passe, il faut juste que je me mets sur le coin, etc. Moi je sais. Le second souffle, tout ça. Exactement. Mais c'est en pratiquant. Mais sur le moment, t'es panique. Tu te dis, je suis en train d'échouer de ouf. Et en fait, peut-être des gens justement comme lui, comme toi, il fallait manger les murs. Ah, bien sûr. Il fallait en rater beaucoup pour arriver au bon moment où ça passe. Ouais, bien sûr. Et toi, Yous, vraiment par rapport à ce thème-là, parce que c'est hyper précis, toi, t'es jamais tombé dans le commercial et tout, t'as fait que des sons, on va dire, de puristes, où les mecs, ils aimaient tes lyrics, etc. Moi, j'adorais ça chez toi, tu vois, ce qui te différenciait des autres rappeurs, même ton flow, etc. Mais ça, c'est vraiment un truc que j'ai remarqué. Est-ce que tu t'es pas mis de la pression par rapport à ça, parce que tes labels, etc. à l'époque, ou tes maisons de disques, même si je sais que tu es indépendant, tu avais quand même une pression peut-être de l'extérieur de te dire je vais plus vers du commercial, et toi tu es resté tout le temps dans ce truc-là, dans cette ligne. En fait, si, quand même, il y a un moment, alors grâce à Dieu, à un moment ça a marché, c'est pour ça que j'ai le parcours que j'ai, je suis avec vous aujourd'hui et tout, mais il y a un moment quand même quand tu fais un rap un peu différent, surtout quand j'étais arrivé moi à l'époque, rap Kaira ou rap plus grand public, etc. et tout ça, tu te dis est-ce qu'à un moment, tu vois, même, on va pas se mentir, même tes proches peuvent te le dire, c'est sympa, mais vas-y, t'as vu, l'autre, il nous éclate plus et tout. Et je suis un être humain comme tout le monde, donc des fois, ça tombe, le truc et tout. Mais après, moi, en fait, je crois que c'est... Alors, je vais pas faire le visionnaire, peut-être j'ai vu venir et tout, mais je me suis dit, la meilleure manière pour moi de durer, c'est d'être authentique, c'est-à-dire de faire des choses que je sais faire. Parce qu'en fait, le truc, c'est que nous, en plus, on fait du rap. Le rap, vous en écoutez tous, on ne peut pas faire plus de tendance comme musique. Il y a toujours un nouveau challenger qui vient. Il y a toujours le bruit, moi je l'appelle le bruit d'après. C'est-à-dire, tu peux trouver que, lui, et après, il y a le nouveau gars qui vient du 9-3, après, il y a un gars qui vient de Marseille. Donc, il y a toujours un bruit qui t'éteint. Et donc, moi, j'ai décidé que non, je vais faire mon truc dans mon délire à moi, tu vois. Et c'était même pas genre une posture... je suis plus intelligent, moins intelligent, plus sérieux, moins sérieux, etc. Parce que ça peut m'arriver de faire des sons légers, des sons plus amoureux, plus de trucs et tout. Mais par contre, je voulais que ça soit authentique par rapport à moi. Tu vois, que tu me vois, que ce que je raconte, ça ressemble à ma vie, ça ressemble à mes trucs. Avec mes défauts, je dis clair, etc. Et donc, du coup, je renverse tout. C'est un peu la scène de Eminem, quand à la fin d'Eight Miles, il dit ses défauts comme ça, en fait. Ces trucs, pas de posture, pas de trucs et tout. Et on va avancer comme ça. Ça fait partie aussi de mes valeurs, comment j'ai été éduqué, tu vois. Je suis content parce que j'ai misé sur la bonne stratégie, parce que ça m'a permis de durer. Et plus que durer, ça m'a permis de durer sur quelque chose dont je sais que je maîtriserai toute ma vie, parce qu'en fait, il faut juste que je regarde dans ce que je vis. Tu vois, on évoquait tout à l'heure, je croise Mamad à Abidjan, parce que je vis vraiment à Abidjan. Et donc, comme mon état d'esprit depuis 4, 5 ans, 6 ans, depuis que je vis là-bas, en fait, il a changé. Il y a des choses qui sont devenues plus légères dans ma vie. Je suis plus dans la paix, etc. Tu vas le sentir direct dans mes sons. Mon album va s'appeler Amour Suprême. Parce que je vais pas te dire, c'est pas vrai, je vais pas te raconter une histoire de bâtiment HLM alors que je suis dans un quartier résidentiel de Cocody. Tu vois, donc, et au fait, je pense que les gens, ils aiment bien ça dans moi. Et au fait, heureusement, parce que je saurais pas faire autrement, en fait. Donc, venez à Abidjan. Je connais, mais tu sais qu'on s'est croisés là-bas. Je te prends. Juste après la... C'est à toi, maintenant. Il y aurait plus que 2. Quelle est la clé pour durer? Je pense qu'en vrai, c'est un résumé. Tu dures au niveau, toi. L'équipe de France et tout. Aussi. Et le club et l'équipe de France. Et le club et l'équipe de France. Donc, quelle est la clé? Non, mais la clé, je pense, c'est d'être bien dans sa peau, se connaître. Moi, je te dis la vérité, c'est ce que je dis à des jeunes. Des fois, ils me disent, putain, Gaël, t'as joué avec des mecs, maintenant, c'est nos entraîneurs et tout. Et c'est vrai, mes entraîneurs en équipe de France, je jouais avec eux quand je suis arrivé. Et je leur dis, moi, la clé, c'est que j'ai toujours été épanoui. Je me connais par cœur. Je sais quand je peux déconner. Je sais quand je peux être excessif, quand je peux pas l'être. Je sais quand je dis je sais pas tout. Mais je me connais tellement physiquement que je sais qu'à un entraînement, je vais pas tomber aujourd'hui. Parce que si je tombe, je sais que je vais me faire mal, je vais me blesser, etc. Et je pense que la clé, c'est ça, c'est de se connaître déjà physiquement. Mentalement, je sais quand je vais pas bien. Par exemple, après la Coupe du Monde qu'on a perdue, on s'était croisés avec Mohamed. J'étais au fond du seau et je le savais que c'était une mauvaise période, mais j'ai pas lâché. Je me suis dit, je vais m'accrocher et je sais que ça va me ressourire de nouveau. Là, c'est une période de 3-4 mois. Et elle m'a fait du bien, cette période, parce que ça m'a permis de retravailler dur, de me remettre en question, parce que tout nous souriait. Et d'un coup, le monde, il s'est écroulé, tu vois. Donc, ça, c'était une remise en question. Donc, c'est se connaître mentalement, physiquement. Et après, je pense, c'est d'être heureux et d'avoir des trucs à côté. C'est-à-dire que j'ai d'autres plaisirs, d'autres loisirs, d'autres activités à côté qui me permettent de, des fois, dézoomer en me disant, c'est un jeu. Et c'est vrai que maintenant, comme tu le dis,
je peux comprendre ce que tu disais sur Eden, parce que des fois, je me le dis, moi, dans le rugby, je me dis, putain, c'est dur, je m'entraîne, il pleut des fois à Paris, à 9h, on est en short sur la pelouse, tu vois, c'est trempé, on se plaque, on se fait mal et tout. Et je me dis, dézoom, je repense à mon père, je repense à ma mère qui ont galéré, je me suis dit, pourquoi j'ai fait ce sport au début? Et c'est là où je me remets sur le droit chemin, tu vois. Et ça me permet de durer dans le temps, parce que j'ai ces 3 facteurs, je me connais mentalement, physiquement, et des fois, je dézoome, je me dis, voilà, j'ai mes activités à côté, je prends un peu de plaisir là-bas, je fais un peu ça. Je dézoome, j'ai de la chance d'être là et voilà. À quel moment tu as compris tout ça? Franchement, je l'ai compris jeune. Déjà, physiquement, je me suis connu jeune. Peut-être pas mentalement, mais physiquement, très vite, je savais que j'étais pas un mec qui allait faire des heures de muscu. J'ai des mecs, moi, dans mon équipe, c'est des monstres. Tu les vois, ils font 2 mètres, 130 kilos, que du muscle. Moi, je suis un profil assez rapide, etc. Je savais que mon jeu, c'était d'éviter, donc il fallait pas que je sois comme ça. Donc, je me suis connu très rapidement physiquement. Après, mentalement, c'est avec le temps. J'ai connu quand même beaucoup d'échecs. Moi, j'ai plus perdu que gagné. Donc, quand tu disais tout à l'heure l'échec, etc., moi, j'ai plus perdu. Chaque année, je perds. J'ai gagné 2 fois dans ma vie, 2 fois champion d'Europe. Mais sinon, le reste du temps, je perds. Toutes les années, ça fait 13 ans que je joue au rugby. J'ai gagné 2 fois en 13 ans. C'est des choix que tu fais. Ouais, bien sûr. Parce que quand tu fais les choix d'aller au Racing, tu savais que tu pouvais aller à Toulouse et rester à Toulouse. Totalement. Et gagner, je ne sais pas combien de titres, machin. Mais tu as choisi d'aller au Racing pour te challenger. Ouais, bien sûr. Je sentais que je commençais à être à Toulouse installé, etc. Et je me suis dit, bah, j'avais ce club qui... Tu sais, à Toulouse, quand tu gagnes, bon, c'est magnifique, hein, mais c'est comme le Real. Tout le monde gagne. C'est un train qui arrive à l'heure. C'est tout le temps régulier. Chaque année, ils gagnent. Quand c'est Bordeaux qui gagne, comme l'année dernière, ça bouleverse le monde entier. Tu vois ce que je veux dire? Comme quand aujourd'hui le PSG gagne tous les week-ends, on se dit, bon, ouais, c'est normal, tu vois. Et là, ils ont gagné la Ligue des Champions. S'ils en gagnent 1, 2, 3, 4, bon, on va dire, bah, c'est le PSG, c'est normal. Par contre, si demain, Monaco, Lyon, Marseille regagnent à nouveau, bah, c'est un peu ça, tu vois. Donc, tu recherchais ça aussi. Donc, je recherchais ça, ouais. Je recherchais ça et après, je pense se connaître, franchement. Moi, je me connais, je sais quand je peux faire ça, quand je peux pas le faire. Est-ce que tu sais, c'est bizarre, est-ce que tu sais, ça vaut aussi un peu vite fait pour toi, Mamad, est-ce que tu sais dans ta tête quand est-ce que tu vas arrêter? Est-ce que des fois tu te le dis? Je le sais. Ok, non, t'as pas besoin de le dire. Moi, je suis un peu comme Eden. Je vais pas vous le dire là. Mais oui, non, c'est pas le but, mais j'ai un dernier objectif et après, j'arrêterai. Ok. Quoi. Mais c'est des choses que tu as. Je serai très jeune. Que tu as en tête. Parce que des fois, on se demande si jamais on se fait surprendre. Il y a ceux qui se font surprendre et il y a ceux qui, entre guillemets, planifient. Même si la vie, c'est la vie, tu vois. Mais après, demain matin, je peux me faire surprendre. À 6h45, j'aurai envie d'arrêter, peut-être dans la voiture, tu sais, quand il pleut et tout. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que après, tu as des objectifs de vie. Moi, je me dis, j'ai envie de mettre le nom de mon père là-haut, tu vois. Et je suis pas loin de battre des records qui seront incroyables, j'espère. Et j'aimerais mettre le nom de mon père tout là-haut, tu vois. Et je le dis souvent, parce que mon père, il a galéré, etc. Et je veux que son nom, il reste gravé à jamais. Donc ça, c'est mon objectif, un héritage. Cet héritage, je le fais pas que pour moi, je le fais aussi pour lui qui a galéré toute sa vie et toute ma famille. Et c'est un moteur. C'est mon moteur. Toi, tu savais que tu avais planifié un peu non, quand tu n'avais pas planifié parce que, comme je l'ai dit, moi, je jouais. Tant que je joue. Et en fait, non, moi, c'est mon corps. Mon corps qui... Je l'ai senti qu'il fallait que j'arrête parce qu'à un moment donné, j'ai pas su me réinventer, un peu comme Benzema l'a fait. Parce que moi, ma force, c'était quoi? C'était ma vitesse, ma vivacité, ta capacité mon chaloupé, tout ça. Voilà, tu avais de la technique quand même, Mamad. Tu n'es pas l'athlète. Café crème. Voilà, exactement. J'avais une technique, mais c'était basé sur la vitesse, tu vois ce que je veux dire. Et avec l'âge, c'est l'âge aussi à un moment donné qui fait que tu perds de ta vitesse. Tu perds de ta puissance, mais les petits aussi te rattrapent parce qu'ils vont de plus en plus vite, parce qu'il y a des techniques d'entraînement qui sont améliorées, tu as du matos qui est amélioré, qui améliore tes performances et te rattrape vite les gamins. Et dès que j'ai vu que je commençais à perdre ça, j'ai essayé de me réinventer un peu comme Benzema et un peu jouer un peu entre les lignes et tout. Bon, ça n'allait pas trop, donc j'ai dit que mon corps me lâche, tu vois. Mon corps me lâche, donc peut-être qu'il est temps aussi d'arrêter avant qu'il m'arrive quelque chose de grave, tu vois, une grosse blessure ou truc qui va peut-être m'handicaper pour le reste de ma vie, voilà, tu vois, donc j'ai préféré arrêter, j'ai arrêté quoi, 35 ans, quand même, c'est assez, c'est dans la moyenne, tu vois. C'est la moyenne, non. Ouais. Surtout avant par rapport à la période, parce qu'aujourd'hui, les footballeurs vont plus loin. Mais de 33 à 35 ans, j'ai tiré. Franchement, j'ai tiré, et là, j'ai dit, je peux pas aller plus loin. Même mentalement et tout, t'en avais un peu. Mentalement, j'avais déjà lâché depuis là, de 31 ans. Quand t'es parti de Marseille. Quand je suis parti de la Turquie. J'avais encore un peu ce plaisir, tu vois. Mais quand j'ai quitté la Turquie, là, j'avais lâché. Là, j'avais dit, je prenais plus de plaisir, je le faisais un peu machinalement.
Le métier, quoi. Voilà, le métier pour rentrer de l'argent. Parce que je pense aussi à mes enfants. Bien je sûr, me suis dit, bien bon, sûr. il faut quand même que je tire le maximum pour leur avenir, pour leurs études, Bien sûr. pour qu'ils commencent la vie et tout ça. Donc, il faut que je tire le maximum. Et au bout d'un moment, tu tires. Mentalement, tu avais lâché déjà 3-4 ans avant. Et physiquement, ouais, ça y est, ton corps est lâche. Donc, pour ça, j'ai beaucoup de respect pour les gens aujourd'hui qui lèvent 40 ans. On n'a pas eu la même hygiène de vie. Moi, je connais, j'étais un bon vivant, je sortais tout le temps. Ah bon? Ouais. Ah bon? Ouais, j'aurais jamais dit. Moi, je profite de la vie. Moi, je profite de la vie parce que, voilà, on vit. Mais est-ce que justement, ouais, tu vois, profiter de la vie, ça t'a permis aussi de t'épanouir même sur le terrain? Exactement, ça m'a permis aussi de tenir aussi. Bah oui. Tu vois? Est-ce que si jamais t'étais resté cloîtré, non, je pense que j'aurais t'aurais kiffé ton épanouissement sportif? Non, je crois que j'aurais même arrêté avant. On est d'accord. Non, j'avais besoin, comme Gaël, de couper à un moment donné, de sortir le foot de ma tête, de sortir les compétitions et de m'envoler, je sais pas. Et j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça, comme beaucoup de joueurs ont besoin de ça. Il y en a, ils sont pas faits pour ça. Il y en a, ils ont besoin de ça. Et moi, je faisais partie de ces joueurs-là. Je trouve ce qui est hyper intéressant dans ce que tu as dit, qu'il y a des jours où à 6h45, tu étais dans la voiture sous la pluie et ça te faisait un peu yèche d'aller à l'entraînement. Je pense que c'est un truc que les gens fantasment, mais ne se rendent pas compte que parfois il y a des aspects... il y a des jours où on n'a pas envie de faire ce qu'on fait, mais la différence entre peut-être un professionnel et quelqu'un qui fait sans loisir, c'est que même si ça te saoule, tu le fais, et c'est ce qui fait que tu dures X années après. C'est que même les jours où tu n'as pas envie, tu y vas, tu fais le job, et ça rejoint un peu la question de peut-être qu'est-ce qui fait que ça dure. Il y en a souvent, Paul, des jours où tu bien sûr. En vrai, ce que toi tu kiffais, c'est le samedi, tu rejoignais tes potes, ou à l'entraînement, tu faisais un foot, etc., mais tu faisais un match, tu jouais. Nous, il faut savoir que c'est de la performance. Moi, j'arrive des fois à 8h, tu as des barres de 200 kilos qu'il faut lever. Sauf que la veille, tu les as levés déjà, et l'avant-veille aussi. Et tu vois, c'est ça que les gens, ils ont du mal à s'imaginer. C'est pas un reproche ou quoi, mais c'est tout le temps de la performance. Et c'est ce qui fait que des fois, à la fin, tu perds cette saveur que du plaisir. Sûr. Moi, ce que j'adore, c'est arriver le samedi au match. Ça, je le perdrai jamais de ma vie. 80 000 personnes dans le stade, ça crie et tout. Ça, toute ma vie, je pourrais le faire. Mais c'est tous les efforts que tu dois faire en amont pour pouvoir entrer dans ce stade et d'entendre ces 80 000 personnes qui crient ton nom. Et tu peux pas tricher. Et tu peux pas tricher. Parce que tu as des GPS sur toi, tu as des trucs, machin. Ta performance à l'entraînement, elle est jugée, elle est analysée. Tu peux pas. Tu fais 1 km en moins, ils te le reprochent le lendemain. Tu as 1 kilo en plus, ils te le reprochent le lendemain. C'est ça que j'allais dire. C'est-à-dire que je dis pas qu'on est tout le temps bon, mais la promesse de performance, quels que soient nos métiers, elle est obligatoire. C'est-à-dire que moi, des fois, ça me fait rire et je les comprends avec beaucoup de bienveillance. Il y a des proches qui me disent « Waouh, en ce moment, tu enchaînes la tournée, ça ne va pas être facile, mais après, tu fais Bordeaux, après, tu fais Nantes, après. Mais à chaque fois et tout, je dis « Bah oui. » Parce qu'en fait, les gars qui ont payé 25 balles, ils s'en foutent que là, Youss, il est fatigué. Il n'a pas eu son chocolat chaud ou alors il a appris qu'il y a un cousin qui est malade ou quoi que ce soit. Lui, enfin, excuse, un jour, tu as dit, Youss en tournée, tu as mis des places, ça coûte 28 balles, 29 balles, 30 balles, j'ai payé. Enfin, on va pas se tirer, ouais, non, bonsoir. Bon, aujourd'hui, tu as vu, je suis pas trop chaud, donc ça va râper vite fait. Hein. Ça existe pas. Ça existe pas, frère. Éclate-moi. Moi, ça se trouve, et je dis pas ça pour être genre démago, c'est la vérité. Il y en a des fois, le concert de Youssoupha, les gens, ils ont pas trop d'oseille, c'est leur sortie de l'année. Ils ramènent sa meuf, son truc. Tu vas pas commencer à lui dire, ouais, mais moi, aujourd'hui, je suis mal luné. Non, je suis obligé de faire au max comme si la veille, mes enfants, ils étaient nés. Comme si c'était ton premier concert. Exactement. Il faut que les gens, moi, il y a rien qui me fait plus plaisir que des gens qui me disent « Ah, c'est l'un des meilleurs concerts que j'ai. » Moi, peut-être, ce concert-là, c'est pas le meilleur de ma vie, mais la personne, elle me dit « Moi, c'est le meilleur concert de ma vie. » C'est ça mon job. C'est ça mon job. Je suis pas là pour leur raconter que « Non, mais aujourd'hui, c'était un jour sans, ou que ce soir, ça ne les regarde pas. » Ils ont payé, ils ont fait leur part du truc, ils sont venus. Et vous, pareil, tu peux pas dire « Non, mais aujourd'hui, je vais courir je suis un peu fatigué. Tranquille, hein. T'as vu, tranquille. Ah, frérot. » Surtout à Marseille, je fais ça, tu vois. Ils t'attendent. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais à Marseille, tu peux pas. Tu vas pas dire que ça ne négocie pas. Il y a trop de pression. C'est pour ça que c'était une légende aussi. Tu fais 2 ans à Marseille. Gaël, comme je t'avais dit, tu fais 2 ans à Marseille. C'est comme si on avait fait 5 à Strasbourg. Ah ouais? Ah oui. En termes de pression, c'est tous les week-ends. Et pourtant, Strasbourg, c'est déjà populaire. Pourtant, Strasbourg, c'est populaire. Mais j'ai passé 2 ans à Strasbourg. Mais tranquille. Friser la moustache. Ouais. C'est tranquille. Aucune pression. On gagnait, on perdait. Ça va, tout allait bien. Tu vois ce que je veux dire? Marseille, c'est l'obligation de résultat tous les week-ends. Et tous les week-ends, tu es sous pression.
tu gagnes un match, le lundi, tu es encore sous pression pour le week-end encore. Et tu dis, ça t'essort. Pour ça, Steve, il a fait 9 ans. Chapeau, j'ai fait 5 ans, mais ils ont pris toute mon énergie en 5 ans. Ils ont pris toute mon énergie. C'est incroyable. C'est incroyable. En fait, quand ça tourne bien, ça doit être absolument génial. Non, mais même quand ça tourne bien, parce que c'est un éternel recommencement. C'est-à-dire que demain est un autre jour. Exactement. Tu vois, le match, il faut à chaque fois, tu te renouvelles. Parce que tu as gagné, c'est bien, tu sors. Tu as gagné samedi, sors. Tu vois, mais tu joues dimanche. Et on regarde. On regarde encore. Parce que si tu es nul dimanche, mais lundi, tu es mort. Et puis tu vas acheter le pain, la boulangère, c'était quoi le match? Non. Tu vas à Carrefour, pareil, la caissière, mais comment vous avez été nul, machin. Ils ont une passion démesurée là-bas. Ouais. C'est incroyable. Je vais poser la dernière question, les gars. C'est toi. Et en fait, elle va résumer un peu le tout. C'est le thème de l'héritage. Quelle trace souhaites-tu laisser? Tous en une phrase, on laisse. Qu'est-ce qu'on aimerait laisser à la prochaine génération, à nos enfants? Waouh. Faire mieux. Je pense que en plus c'est souvent ce qui fait peur aux parents, les parents de notre génération, même les parents. On veut toujours que nos enfants aient une vie un peu meilleure que la nôtre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que par exemple, dans un pays comme la France, les gens commencent à être flippés et tout, parce qu'ils commencent à avoir des générations qui vivent moins bien que celle la précédente. Alors qu'au-delà de l'environnement, c'est aussi la mentale, tu vois, la mentalité et tout. Donc moi, c'est en mode juste faire mieux. Mon daron était chanteur, j'essaie de faire mieux, pas pour montrer que je suis meilleur, mais plutôt dans le faire. Et au fait, transmettre ça à mon fils. Pas dans le syndrome de l'examen. En fait, améliore-toi. Pas pour les autres, pas pour la compétition. Toi, qu'est-ce que tu peux faire de meilleur et tout. Juste comme ça. Pour toi et pour les autres, qu'est-ce que tu peux faire de mieux. Moi, je ne veux pas particulièrement laisser quelque chose. Moi, je veux juste que mes enfants soient heureux, tu vois. Soient heureux dans ce qu'ils font, dans leur vie. Parce que une fois, mon fils, il vient me voir et il me dit « Mais papa, je ne serai jamais comme toi. » Je lui dis « Non. Je ne veux pas que tu sois comme moi. Je ne veux même pas que tu me fasses. Je veux que tu fasses ce que toi, tu as envie de faire. Et que tu sois heureux dans ce que tu as envie de faire. Que tu sois footballeur professionnel ou que tu sois éboueur, tu resteras toujours mon fils et je t'aimerai toujours de la même façon. Donc, sois épanoui, sois heureux dans tout ce que tu fais et moi, je serai plus heureux des hommes. Moi, c'est tout ce que je souhaite à mes enfants. Après, l'héritage, bon, si je dois en laisser un, j'en laisserai, mais ce n'est pas le plus important pour moi. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est le bonheur de mes enfants. Moi, écoute, j'ai pas d'enfant pour l'instant, mais si j'en ai, j'espère que ça sera dans les mêmes considérations. Et de manière purement professionnelle, si je peux laisser aux gens des souvenirs heureux ensemble d'un moment qu'ils ont passé avec leur meuf, leur famille, leurs potes, à rigoler ensemble, et qu'un jour autour d'une table, ils disent « Ah ouais, tu te rappelles, on avait rigolé sur ça, ça », et que ça leur laisse un souvenir d'un bon moment. Ou des gens qui regardent des sketchs sur Internet ou en DVD et qui arrivent à voir ça comme une bulle et une parenthèse dans une vie compliquée, je serais le plus heureux du monde. Tu vois, j'essaie vraiment de prendre ce que je fais comme du divertissement et de me dire si j'arrive à faire oublier aux gens leurs soucis pendant 1h30 et à les rassembler plutôt que les séparer, je serais déjà hyper content. Après, tout ce qu'il y a autour, qu'on me reconnaisse pas et tout, je m'en fous. Toi, quand même. Moi, pareil, professionnellement parlant, c'est faire vibrer les gens, honnêtement. Quand tu joues pour l'équipe de France ou que ce soit pour le Racing ou tous les clubs où j'ai joué, mon premier but, c'était de laisser des émotions énormes dans les stades. Après, c'est que mes potes me considèrent comme vraiment un ami. Tu vois, dans les équipes où je suis passé, j'ai toujours gardé 5-6 amis très forts, qu'on s'appelle souvent, etc. Donc être considéré comme un bon gars, parce que pour moi la clé c'est ça, le rugby on va passer dans 10 ans, on parlera plus de moi et c'est pas grave, c'était pas mon objectif. Par contre mon objectif c'est que ces gars-là se souviennent de moi parce qu'on aura marqué l'histoire ensemble, on aura joué ensemble, on aura eu des délires. Si tu vois ce que je veux parler. Non, t'as réussi. En tout cas avec l'équipe de France t'as réussi. Mais t'as vécu la même chose avec ta génération à Marseille, etc. Je le vois, vous êtes tous potes, etc. Et moi c'est ça que j'ai envie de garder. Et après j'ai pas de famille, enfin j'ai pas d'enfants pour l'instant, mais ça serait un peu comme ce que vous avez dit, c'est-à-dire bien les éduquer, pas qu'ils se comparent, mais qu'ils soient eux-mêmes et qu'ils soient heureux, tout simplement. J'ai l'impression que peu importe les carrières de chacun, ce qui reste, en vrai, c'est les souvenirs. C'est jamais le sac que tu t'es acheté. Tu vois, c'est vraiment des moments simples avec des potes. Il y en a eu avant nous qui ont eu du matériel, de l'oseille, des trucs. Enfin, qu'est-ce qu'il en est resté? Rien. Par contre, les souvenirs et les émotions qui nous ont déboulonnables, tu vois ce que je veux dire,
c'est Mamad qui veut quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? C'est des émotions avec l'équipe de France. Et des fois, on va te voir en spectacle. En vrai, c'est ça qui reste. Le reste, finalement, ça peut... Je t'ai dit, je me permets de le dire, même si ça paraît démago. Le matériel, c'est bien, on l'aime tous. C'est la réalité, c'est pas démago, c'est la réalité. Mais c'est pas vrai que c'est ce qui va rester, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est un peu dans le même thème de ce qu'on est en train de dire. Parle de ce que j'ai de plus précieux au monde et pourtant j'ai pu acquérir des belles choses avec la vie que j'ai. Les souvenirs que j'ai avec mes gens, ça c'est le plus précieux. Ça c'est le plus précieux de loin. Et vraiment, c'est la réalité. Je sais qu'il n'y a que ça que je garderai. Son truc, c'était plus à la mode, comme tu dis. Se sont fait remplacer. J'ai des voitures qui se sont cassées. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais donc ça va rester. Bah, merci beaucoup les gars, franchement c'était génial. Merci à vous. Trop content de vous avoir un super moment. Vous avoir eu moi aussi. Un super moment. Les footballeurs, rentrez chez vous, nous on sait. Vous apparemment vous pouvez pas. Non mais les gars, je vous invite quand vous voulez à un match, quand vous êtes là, on s'écrit, c'est un match, tu sais. Avec plaisir. Là ce week-end je joue pas, mais dans 2 semaines je joue, vous êtes la bienvenue et j'espère qu'on gardera contact, qu'on se reverra. Je suis venu souvent au Racing, mais je reviendrai encore et encore. Non, moi j'allais en loge. Il y a du champagne. Voilà, il fallait commencer par là. Merci beaucoup les gars, franchement. Merci à toi, frère. Merci Gaël. Merci les gars, c'était trop cool. C'était bien bon, les frères. Merci, j'ai ravi de croiser. J'ai appris beaucoup de choses dans le stand-up. Merci Paul.